Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous retrouver sur Equinox Télévision alors que demain, samedi 20 juillet, Bafoussam va retenir son souffle pour vivre ce grand meeting du Rassemblement démocratique du peuple camerounais alors qu'actuellement, il y a de nombreux appels au boycott pour ce meeting. Mais ce que l'on sait, c'est que deux hautes personnalités de la République sont attendues à ce meeting de Bafoussam demain, notamment le président du Sénat, son Excellence Marcel Diadji Fendi, mais également le secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Kueté, tous les deux qui seront présents, on va le dire, demain à ce grand rassemblement à la place des fêtes de Bafoussam. On va également dire que le sous-préfet de Bafoussam Ier a déjà délivré le récépissé de réception de la déclaration de manifestation introduite à ses services par le sultan Ibrahim Bombo Njoya, qui est, comme vous le savez, le chef de la délégation permanente du comité central du RDPC pour l'Ouest. Lui qui, évidemment, pilote toute cette opération demain à Bafoussam, département de la Mifi, région de l'Ouest. Ce qu'on va également dire ce matin, c'est que le PADEC annonce aussi sa présence sur place là-bas à la place des fêtes de Bafoussam demain dès 9 h pour ce grand rassemblement avec son président national Jean de Dieu Momo, ministre délégué auprès du ministre d'État en charge de la justice. On va également dire que l'opposition commence à réagir à tout cela. On a vu cette réaction de l'honorable Jean-Michel Nietzsche qui précise dans une publication sur sa page Facebook que c'est une honte de la honte, ce qui va se passer demain à Bafoussam. Il parle évidemment d'un rassemblement macabre. Ce sont là les termes du député SDF Jean-Michel Nietzsche. Donc on voit très bien que tout se dit autour de cela. On a également cette vidéo de plusieurs qui est devenue très virale d'un monsieur qui se présente comme étant, on va le dire, le fils du sultan roi des Bamoun et conseiller de ce sultan roi des Bamoun. Et pourtant, il n'en est rien puisque de nombreuses personnes proches du palais royal, donc du roi des Bamoun à Fumban, disent ne pas connaître ce monsieur qui prétend être le fils du roi, le sultan Bombo Njoya. En tout cas, lui, il rapporte que le sultan Bombo Njoya aurait été, on va dire, piégé par le président du Sénat et le secrétaire général du comité central du RDPC, c'est qui n'en est rien puisque on voit que c'est Ibrahim Bombo Njoya qui a signé tous les actes se rapportant à ce rassemblement, à ce meeting qui, je vous le rappelle, vise à soutenir les institutions de la République, dont le président de la République, mais également pour promouvoir la cohésion nationale, la paix et le vivre ensemble. Madame, Monsieur, nous sommes le vendredi 19 juillet 2019. C'est un plaisir renouvelé et non dissimulé de vous retrouver encore ce matin avec la grande équipe. Bonjour à tous et à chacun. Bonjour également à vous, Donald Brice-Kamgan. Bonjour les Faux-Poussis, bonjour à nos téléspectateurs. Merci de nous retrouver ce matin. Un immeuble a encore tué un Camerounais hier au quartier Ngangé Nobel dans le 2e arrondissement de Douala. C'est un énième fait du genre sur l'ensemble du territoire national. Depuis 2014, plusieurs dizaines de Camerounais sont ainsi décédés sur leur lit à cause d'un immeuble d'un niveau 2, 3, 4 niveaux qui s'est écroulé et les a surpris sur leur lit. On interpelle la responsabilité des autorités qui délivrent les permis de bâtir dans ce pays. Comment est-ce qu'ils vivent dans leur chair en voyant des Camerounais mourir ainsi chaque jour? Et là, il va falloir, pour cette question de la délivrance des permis de bâtir, ici interpeller la responsabilité du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala pour ces permis de bâtir. On sait qu'il y a un décret de 2014 du Premier ministre qui fixe justement les conditions d'obtention des permis de bâtir au Cameroun et justement la composition de la commission qui est chargée d'étudier toutes les demandes pour la cause. Et on peut constater malheureusement qu'il y a dans ce pays des personnes qui passent outre
contre cette procédure et réussissent à construire, on ne sait pas trop comment. Alors vous, on vous retrouve à 10h40 pour votre chronique quotidienne. Ce sera évidemment la colère de Donald Brice Kamgang. Également sur le plateau du 10-12, le Zénith ce matin, madame, monsieur, Karine Sontia. Elle est, comme je vous l'ai dit, dans une dynamique depuis ce début de semaine. Elle a choisi de se parer en Kabangondo. C'est un sens original de l'habillement. On vous dit bonjour ce matin, Karine. Hein? Bonjour, Eric Fopoussi. Bonjour aux téléspectateurs. Cette matière qu'on a introduite dans notre programme scolaire pour les élèves du secondaire, c'est-à-dire 4e, 3e, seconde, première, terminale, art, langue et culture nationale, absence d'ouvrage encore cette année. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette absence-là? Parce que jusqu'à aujourd'hui, est-ce que nos anthropologues, nos historiens n'ont pas encore pu s'asseoir et déterminer tous les différents éléments qui entreront dans ces ouvrages-là? De toutes les façons, on s'interroge bien. Et comment est-ce que ces enseignants vont pouvoir dispenser des cours dans les salles de classe? On va noter que plusieurs vont créer des bords, plusieurs vont fabriquer des livres, obliger des élèves à les acheter. Ça sera une grosse magouille. On va interpeller ce matin le président du Conseil national du manuel scolaire et des matériels didactiques, Jean-Paul Common, mais également le secrétaire permanent de ce conseil, Marcelin Vunda Etoa, pour évidemment achoper cette question et nous dire exactement ce qui se passe pour qu'il n'y ait pas de livre au programme de ces matières-là. Il n'y a pas que ça, il y a également que les matières d'histoire, géographie de seconde, terminale et première également n'ont pas de manuel et de livre au programme. Pourquoi ces changements-là? Qu'est-ce qui préside ces manquements? On attend vivement cela. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de faire un clin d'œil ce matin au syndicat des libraires et assimilés du Cameroun qui chaque fois se plaignent de ce que nous avons un marché parallèle qui se crée, et vous l'avez dit, et qui passe par des maisons d'édition, on peut voir aussi cela comme ça, et qui réussissent donc à trouver le moyen d'introduire sur le marché du livre et imposer parfois aux élèves l'achat de certains livres qui ne sont pas au programme. Donc c'est également l'occasion ce matin d'en parler plus sérieusement. Alors vous, pour ce qui vous concerne, Karine Sontia, vous serez avec nous à 11h06 pour votre chronique là également. Ce sera votre vision sur ce qui se dit, ce qui se partage, ce qui se like et se commente sur les réseaux sociaux, puisque nous sommes une émission dans l'ère du temps. Également sur le plateau ce matin, vous, Bombok Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vos chers téléspectateurs et surtout permettez-moi en cette journée du 19 juillet 2019, mais qui symbolise selon nous le nouvel an, selon le vrai calendrier qui existe au monde. Je vous souhaite à tous bonne année 6260 à tout le monde. Non mais, bon, vous n'allez pas nous remettre dans ce combat-là. Chacun a son nouvel an chinois, nouvel an russe, nouvel an... voilà. Maintenant, vous nous sortez le nouvel an... nouvel an, le vrai... Comment on appelle ça? Le nouvel an africain. Le nouvel an africain, parce que vous contestez le calendrier grégorien? Oui, oui, mais tout à fait, tout le monde le conteste. Moi, je prends pour preuve. Non, il y a un Australien, un mathématicien australien, naturalisé américain. Il s'appelle Negabauer. Oui. Il a dit qu'il est vraiment le seul vrai calendrier intelligent qui a existé dans l'humanité. Oui. Le calendrier égyptien. Il a été adopté en l'an 4238 avant que Jésus ne naisse. Donc, vous savez donc que nous avons su compter les dates. Donc, nous sommes à 6200 combien? 60. Nous entamons l'année 6260. 60, oui. Et dans ce calendrier égyptien-là, un an fait combien de jours? 360 jours. Il n'y a pas d'équivoque chez nous. Il n'y a pas de Une semaine, c'est 10 jours. Un mois, c'est 30 jours. Et à la fin de l'année, il restait 5 ou 6 jours. Et ces années-là, contrairement à ce qu'on vous fait croire, les Africains se réunissaient pour regarder ce qui est cette année. Par exemple, s'il y avait trop de sécheresse, s'il y avait des maladies, on se verrait donc pour procéder à des rituels de purification du peuple.
Donc c'est à quoi était consacrée. La fête de fin d'année n'était pas comme vous allez dans les boîtes de nuit. Non, mais ce qui est intéressant dans votre dans ce calendrier égyptien et africain, j'ai vu des gens évidemment faire beaucoup de commentaires là-dessus, c'est que vous dites que c'est 10 jours une semaine et 30 jours un mois. Oui, donc ce qui nous fait 12 mois comme le calendrier grégorien. Oui, donc ils ont copié chez nous, tout et il restait 5 jours. Oui, puisque c'est-à-dire qu'en fait, lorsque l'année finit, les 360 jours... Il y a l'année ordinaire qui est 365 jours et l'année bissextile qui est 366 jours. Voilà, mais nous, les jours qui étaient en supplice, comme on les appelait, étaient donc consacrés à l'élévation spirituelle. On essayait de voir s'il y a eu des malheurs, de les bannir, de donner des sens à la vie, à l'année nouvelle qui allait commencer. D'accord. Donc nous sommes aujourd'hui le premier jour de l'an 6260. Voilà. Donc on va compter ça pour nous. Désormais, madame, messieurs, nous ne sommes pas en 2019. Nous sommes bien en 6260. Merci Bonbon. Je le dis en souriant, pas pour, évidemment, vous comprenez pourquoi. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs ceux qui nous regardent et qui sont comme vous des altermondialistes, qui estiment qu'il doit y avoir d'autres façons de voir le monde et que ce nouvel ordre mondial imposé à tout le monde, cette uniformisation, cette mondialisation qui n'a pas de sens, évidemment, devrait respecter les spécificités des différentes cultures. Vous avez raison d'être le porte-parole de ces spécificités. Sur ce plateau ce matin, nous vous en sommes gré. Alors, on va démarrer le programme, hein, ce n'est pas le propos de l'année, c'est ce matin. On va donc démarrer ce programme avec la première articulation. Voici l'histoire du jour. Voici Dominique Audrey Oyengelek, voici son foulard légendaire. Bonjour et bienvenue. Heureuse année à vous également et à vous autres sur le plateau. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Aussi, hein? Bah ouais, on profite. Vous avez au moins retenu la langue? Non. 6260. Ok. Voilà. Aujourd'hui, on parle de l'histoire de deux voisins. Il s'agit de Yves et de Georges. Georges vit dans ce quartier depuis des années. Il y a construit une petite maison où il vit avec sa famille. Il y a un an, Yves est arrivé dans le quartier puisqu'il y avait le terrain encore devant. Il a acheté la parcelle et il a lancé les travaux. Yves a construit une maison en étage et autres. Et il y a 6 mois, il s'est installé avec sa famille. Sauf que, depuis son installation, Georges, qui vit derrière, ne se sent pas bien. Il ne se sent pas bien parce que les eaux usées, entendez, les eaux de cuisine et les eaux de bain arrivent directement dans sa cour, puisque Yves a construit la maison et a dirigé le tuyau derrière dans les eaux s'écoule derrière. L'évacuation des eaux arrive chez Georges. Merci, monsieur Fopoussi. Justement, les eaux d'évacuation arrivent derrière. Georges s'est rapproché de son voisin et il lui a dit: voisin, j'ai un problème. Il y a ma cour qui est inondée. Mes visiteurs ont du mal à arriver chez moi. Dans des eaux qui viennent, on a des arrêts de poissons, on a du riz, on a et autres. Ce n'est pas bon. Donc, essaie de voir dans quelle mesure tu peux arranger, mettre un tuyau pour rejoindre la rigole que moi-même j'ai aménagé pour qu'on n'ait pas de problème. Son voisin lui dit: non, c'est la faute des plombiers. En tout cas, ne t'inquiète pas, ils vont revenir, ils vont refaire le travail. Allons prendre une bière. Tu es quand même mon frère. C'est comme ça qu'il a endormi Georges et il a observé pendant 1 mois. Il s'est attendu à ce que les plombiers viennent effectivement faire le travail, mais rien. Le second mois, il se rapproche encore de son voisin, mais cette fois-ci, son voisin a été il a été violent. Il ne lui a même pas donné la possibilité de placer un mot. Il lui a claqué la barrière au nez. Il est rentré chez lui. Georges va donc rencontrer le chef de quartier. Il lui dit: chef, j'ai un problème avec mon voisin. Depuis qu'il a construit, ses eaux arrivent dans ma cour et j'essaie de voir avec lui, mais il ne veut rien faire. Le chef lui a dit: non, vous ne pouvez pas me déranger pour ça. C'est ton voisin. Essayez de vous arranger entre vous là-bas. Il repart. Le voisin ne veut pas le recevoir. Georges est allé au commissariat. Au commissariat, on lui a dit: non, vraiment, vous avez un chef de quartier. Nous, on ne peut pas gérer des affaires d'eau, de voisins et autres là. Essayez de voir avec votre chef. Si ça ne marche pas là-bas, revenez nous voir. Sauf que rien n'a changé et Georges a donc pris sur lui de recueillir ces eaux-là. Il a acheté 2 bassines de 30 litres. Il a placé là où l'eau coulait et il a fait fermenter ces eaux-là pendant 3 semaines. Après la fermentation, il est allé toquer chez son voisin. Ce sont les enfants qui ont ouvert lundi matin. Bonjour, papa est là. Oui, il est assis au salon. Il a fait signe à ses enfants: venez avec le cadeau. Il est entré, il a versé
toute cette eau dans le salon de son voisin et il a dit à son voisin désormais, tu as 2 jours, je veux dire, tu as jusqu'à 2 jours pour me réparer ça. Auquel cas, toi et moi, on va partager ces eaux. Je vais les recueillir et je vais venir verser ça chez toi. À ce moment-là, Yves est sorti et il est allé voir le chef de quartier. Et le chef de quartier décide de convoquer Georges. Georges dit qu'il ne peut pas aller rencontrer ce chef parce que précédemment, il est allé le voir, celui-là l'a renvoyé au quartier. Donc, il n'a pas envie d'entendre quoi que ce soit. Maintenant, il voudrait savoir si l'acte qu'il a posé peut avoir des représailles sur lui. Bien sûr, violation de domicile. Bon, bref, je voudrais juste parler ici, au-delà de tout, merci Dominique Audrey pour cette histoire très très intéressante parce que ça va rentrer dans le vivre ensemble, dans le quotidien des voisins, dans les cohabitations dans nos différents quartiers. Alors, il y a donc cette question du bon voisinage qui va être aujourd'hui interrogée, mais il y a également cette façon que certains Camerounais ont de plus en plus à se faire justice eux-mêmes. Donc le fait de se faire justice soi-même est déjà un véritable problème. Je vous dirai pourquoi plus tard dans ce débat. Et vous avez parlé tout à l'heure de Brice Kamgan, et c'est intéressant, qui est ce lien des permis de bâtir. Vous savez, les permis de bâtir justement servent à régler ce type de problème et à permettre aux personnes de bâtir leur maison sans avoir à avoir ce type de conséquences plus tard. Donc, ce matin, la question centrale, et c'est une question que le Code civil a réglée à travers ce qu'on appelle les servitudes. Alors, les servitudes, en fait, c'est quoi en droit? Les servitudes en droit, et je définis pour que tout le monde comprenne ce que ça signifie, une servitude est une charge imposée à un immeuble bâti ou non, qu'on appelle communément le fonds servant au profit d'un autre immeuble appartenant à un propriétaire distinct qu'on appelle le fonds dominant. Alors, généralement, on a réglé ça avec les servitudes. Ça veut dire que vous avez l'obligation, lorsque vous construisez à un endroit, de permettre de libérer une partie de votre terrain pour créer un chemin pour que celui qui a construit derrière vous puisse sortir d'abord de sa maison. C'est ce qu'on appelle une servitude. Donc, il faut qu'il y ait 2 fonds, un fonds servant et un fonds dominant. Et là, pour le coup, nous avons un fonds d'un côté servant qui est le fonds de derrière, celui qui est derrière, qui s'appelle Georges, vous l'avez dit. Oui. Et nous avons donc un fonds dominant qui est celui qui est devant parce qu'il faut aussi qu'il évacue, on va le dire comme ça, ces eaux normalement. Donc, au départ, ils auraient dû arrêter ça tout de suite au départ. Comment faire en sorte de construire sur ton terrain une rigole, je ne sais pas quoi, qui puisse permettre d'évacuer les eaux jusqu'à la voie publique pour continuer à évacuer. Donc, voilà ce qui aurait pu être fait dès le départ. Malheureusement, ça n'a pas été fait parce que, comme je vous l'ai dit, les gens construisent sans permis de bâtir. On ne sait pas trop comment, ils font, mais ils réussissent à construire et personne ne dit mot. Donc, la question de servitude, qui est on va le dire, qui est classée dans l'arsenal juridique comme étant un droit réel immobilier, est une question centrale. Quand on revisite la jurisprudence en la matière dans les tribunaux, on voit très bien que de tels faits ont été portés plusieurs fois devant les juges et les juges ont toujours évidemment mis en avant cette question de servitude pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir chacun savoir quels sont ses droits et ses devoirs. Donc voilà déjà un premier élément pour qu'on se comprenne très bien sur la question juridique. Et donc on peut aujourd'hui dire que le fonds servant qui est celui de Georges qui est derrière aurait pu donc régler cette question. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Comment vont-ils justement le faire? Alors, normalement, Yves qui est devant pouvait arguer ce fonds servant-là, mais le bonhomme s'est déjà rendu justice lui-même. Il a porté les eaux pour aller verser chez quelqu'un et violer son domicile. Donc j'ai bien peur que au chat à souris et à rester devant la justice et qu'ils soient tous les deux en porte-à-faux. Alors je commence par vous, Boro Bengad, sur ce type de conflit, de litige, de contentieux qui naissent parfois entre voisins. Oui, parce que justement, ça me renvoie à 2 ou 3 petites choses. La première, vous l'avez évoqué, le voisinage. Et vous avez parlé de permis de bâtir, d'évoquer la loi qui dit. Et justement, moi je dirais, l'histoire évolue par les crises. Vous êtes venus occidentaliser
vous nous avez apporté vos lois occidentalisées qui ne tiennent pas compte de nos réalités en voulant nous imposer votre code de conduite. Et aujourd'hui, il se trouve que nous, on ne connaît pas ça. Et, oui, justement. Ok, d'accord. Justement, Oui. parce que nous, on n'a pas vécu ce genre de situation. Vous voyez donc que même vos lois vous dépassent à réguler. Vous dites que c'est pour réguler la société et ça vous dépasse à gérer. Il y a donc des gens qui donnent des permis de conduire. Et même le chef auxiliaire d'administration, on lui porte le problème, il dit à Foulouka, quitte voilà, tu me déranges. Vous voyez, donc chez nous, lorsqu'on donnait le terrain, parce que nous on ne vendait même pas le terrain, hein, vous qui vous parlez de vendre le terrain aujourd'hui, il y a, et nos toilettes étaient dehors. Nos toilettes sont dehors, les fumiers sont dehors, loin de la maison. Donc il y avait un endroit spécifique où on jette les ordures. Tout le monde sait qu'on jette les ordures parce que l'endroit où vous appelez fumier là, ce n'est pas des conneries que vous avez aujourd'hui. Hein? Parce que les fumiers, on les utilise même pour certains rituels de purification. Mais bon, là c'est une autre histoire. Donc ça veut dire que l'environnement africain, oui, l'environnement africain est un environnement sacré. Il est donc hors de question qu'on y apporte la saleté. Et surtout les eaux usées, on vous appelle. Et nous, on les régulait. Il y avait un endroit où même si vous êtes, parce qu'on habitait généralement en concession. Pourquoi il n'y en avait pas? Vous avez 6 femmes. Chaque femme a au moins 4 enfants. Il y en avait même qui avaient 8 ou 9. Et plus les voisins, plus. Maintenant, si c'est la chefferie, c'était encore beaucoup plus grand. Et ce genre de problèmes, on les réglait comment? C'est ce que vous aurez dû prendre pour en faire de loi. Vous en appelez à la conscience... aux députés, la bonne conscience des uns aux députés, les délégués de gouvernement qui règlent l'espace humain, l'occupation du sol. J'entends les gros mots parce que c'est une question, je veux dire, au-delà des servitudes, comme vous l'avez dit, d'ailleurs ça c'est pour les constructions, mais il y a quand même que dans le bon voisinage, on l'observe ici pour un cas d'un individu qui est dans son immeuble et d'autre qui est dans son immeuble distinct, mais il y a également parfois des individus qui sont sur le même immeuble et vous avez un bonhomme qui est au 2e, 3e, tout ce qu'il a comme eau, il verse par le bas, vous qui êtes au rez-de-chaussée, vous subissez toute la merde, la misère, on va dire, des eaux de celui qui a... Et votre expression me plaît. Oui. Vous parlez bien du bon voisinage. Oui. Voilà. Pourquoi vous avez ajouté bon? Parce que justement, vous ne savez pas ce que c'est que le voisinage. Vous avez commencé. Ça, c'est. Oui, les Occidentaux vous ont vraiment embobiné dans des situations compliquées. Il y a du mauvais voisinage. Mais c'est dans votre langage, nous, on ne connaît pas ça. On connaît le voisin, on connaît le voisin qu'on ne dérange pas. On connaît le voisin à qui on confie les enfants. Vous avez peur de confier vos enfants aux voisins aujourd'hui. Oui. Justement, vous ne vous rendez même pas visite. Il y a des voisins, vous parlez des immeubles. Quand il veut entrer dans son appartement, vous prenez l'ascenseur, les escaliers, vous attendez que vous passiez pour ouvrir son appartement. Voilà. Nous, on s'est fréquentés. Et ça, ce sont les méfaits donc de ce que vous appelez même mondialisation. Vous parlez de village planétaire. Mais quel est ce village où on interdit aux gens de se rendre visite? C'est ça le problème. Donc révisez vos lois. On impose des visas. Nous avons des lois. Tout comme moi, à un moment donné, je suis en train de rassembler les éléments pour porter plainte et contre le ministère de la Justice et contre l'Assemblée nationale qui a adopté cette loi, qui fait qu'on peut emprisonner quelqu'un et épouser sa fille. C'est ce que vous dit le code pénal. Apparemment, voilà, c'est le code pénal rénové camerounais. La dot abusive. Mais ici, ça fait partie de ça. Oui. De ça. Donc, comment vivre ensemble? Vous parlez vivre ensemble, vous ne savez même pas ce que c'est. Ça veut dire que vous êtes tellement exclus par vos pratiques, par vos lois, par votre praxis quotidienne, par vos vécus quotidiens qu'aujourd'hui, vous ne savez même plus s'il faut saluer le voisin ou pas. S'il faut lui dire bonjour ou pas. Voilà, pour un petit problème comme celui-là. Je veux quand même vous entendre sur les lotissements, sur les questions, comment la municipalité prévoit que les citoyens, lorsqu'ils construisent leur maison, puissent évacuer leurs eaux. Je sais parfois, d'ailleurs, et c'est l'une des exigences parfois qui est faite, c'est de pouvoir faire une fosse de laquelle tout est évacué, non? Absolument. Alors, une personne qui construit un immeuble comme ça et ne prévoit pas ce type de mesures. Il faut inculper deux personnes. D'abord, les autorités administratives au premier rang desquelles les sous-préfets. C'est eux qui sont les présidents de commissions consultatives de délivrance des titres fonciers.
Ensuite, vous avez les maires, les délégués de gouvernement dans les villes, comme c'est le cas ici de Douala. Oui. Il vous parle de l'occupation du sol. Qu'est-ce qu'il entend par occupation du sol? Donc, justement, il aurait donc dû, lui qui connaît la loi, et faire respecter ce que vous avez dit là tout à l'heure avec raison. Oui. La servitude de passage, ainsi de suite, ainsi de suite. Et maintenant, c'est ça qui aurait donc dû commencer par le début, c'est-à-dire quoi? Lorsqu'on vous dit il y a un quartier, je parle comme ça, Mbangaba Koko, on doit interdire aux gens de construire avant qu'il ne soit mis en place la voirie. C'est-à-dire on construit les routes, on fait les branchements électriques, on prévoit tout. Mais on adduction d'eau et le reste. Oui. On laisse les gens habiter n'importe comment. Même si un terrain, j'allais dire, appartient à une communauté, comme c'est le cas généralement dans nos grandes métropoles, on vient, les représentants de l'État négocient avec ces communautés-là en leur disant, bon, c'est 3 familles, 4, 5, 6, voilà les terrains. Puisque nous procédons à des lotissements, parce que la ville, nous l'imaginons de telle manière ou de telle autre, voilà. Mais comme vous n'avez pas l'argent, nous, des cadastres, nous de la municipalité, nous allons réserver ici. Il faudrait qu'il y ait des espaces verts, il faut qu'il y ait ici. Mais quand on ne prévoit même pas ça, on dit, ah oui, mais c'est 1000 mètres carrés. Chacun doit vendre de ceci. Et le sous-préfet lui-même, il ne vient pas veiller à ce qu'il y ait ces servitudes de passage. Tout simplement parce qu'il faut lui donner de l'argent. Parce que c'est descente, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ici, comme vous, je termine par là, les deux auront tort. Mais celui qui a versé de l'eau usée sur... dans le salon de son frère, il aura plus tort. Oui. Il aura plus tort. D'abord, je pense que c'est lui qui sera condamné, mais le tribunal pourrait dire à l'autre aussi d'aménager les servitudes, comme vous avez dit. Mais il n'aurait pas dû se faire justice. Voilà, c'est lui qui aurait dû aller faire, j'allais dire, un constat d'huissier selon vos lois. Bon, voilà. Parce que vous êtes dans une république, mais bon. Ouais, nous sommes dans la république, justement. Oui, Donald, place à vous. Quel est votre regard? Que pensez-vous de ce qui se passe dans l'histoire de ce matin? Vous avez commencé à décrypter quelques éléments. Il y a la question du permis de bâtir qui entre en jeu ici. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une négligence incroyable autour de la délivrance de ce document-là. Une corruption également qui ne dit pas son nom dans le secteur, avec les risques que l'on connaît. On parlait de l'effondrement tout à l'heure, c'est l'une des conséquences. Mais il y a aussi l'inconscience de certains de nos compatriotes. Je connais des quartiers où, même s'il y a de l'espace, le gars construit, il envoie l'évacuation sur la route. Ça, il y a des quartiers comme ça, là où, même s'il n'y a personne dans le voisin, il envoie. Non, la route seulement est un espace public. Et votre langage moderne parle de faux sceptiques, non? Même pas seulement les faux sceptiques. Tous les déchets que vous évacuez dans la maison, vous ne pouvez pas les envoyer vers une direction qui va nuire aux voisins ou à ceux qui sont autour de vous. C'est incroyable. Mais au-delà de ça, il y a une question plus globale qu'il faut poser, c'est la promiscuité urbaine. En 1960, le Cameroun avait autour de 5 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes plus de 20. À Douala, nous sommes près de 5 millions et plus. Dans la seule ville de Douala, il n'y a pas de l'espace. Ça aussi, c'est aussi un problème qu'il faut pouvoir poser. Les gens vivent... Non, il faut dire les choses. Les gens construisent... Excusez-moi, les autorités ont tout fait pour qu'il n'y ait pas d'espace. On doit prévoir, comment par ils exemple... ont fait ça? Justement, ça veut dire quoi? Regardez, ils vont tous à Paris, non? Comment on l'a construit? On vous dit, les propriétaires terriens, on peut vous donner l'espace terrien plus peut-être un niveau. Parce qu'on prévoit que cette route, on peut voir des immeubles de 1000 niveaux. D'accord. On prévoit par exemple qu'on peut acheter les appartements. C'est ça le bail. Donc, si on avait voulu mettre ça, parce que comme vous aimez souvent, non, c'est Charles Hamel qui aime souvent rappeler Berthaud, ici, et quand vous le prenez, et vous êtes colonisé par les Français, et administré par les Français et les Anglais, et vous n'imitez pas, n'apportez pas ça, aussi, hein? voilà. Parce que c'est pas la colonisation. Justement, on a tout fait, vous verrez donc qu'il n'y a pas eu de plan. Lorsque nous sommes allés à l'indépendance, c'était pour tuer Moumié qui réussissait et tout. Forcément, il y a eu un plan, mais on a laissé les gens construire comme ils veulent. Oui, allez-y. L'organisation urbaine, c'est important. L'utilisation rationnelle de l'espace, c'est important. Voilà. Mais
la ville de Douala aujourd'hui a besoin de s'étendre vers la périphérie. Ça étouffe à l'intérieur. Ça aussi, c'est important de relever ça. Ça étouffe à l'intérieur. Et il faut de nouveaux espaces où les gens peuvent construire et respirer. Ça ne respire pas à Douala. Il faut le reconnaître. Donc, il y a ce niveau de responsabilité. Malheureusement, on a l'impression que les autorités dorment sur leur laurier et ne font rien du tout. Et ce type de conflit surgit constamment chez nous. Mais pour des besoins de bon voisinage et de vivre ensemble, j'ai écouté maman tout à l'heure, mais il dénonce nos lois modernes. Il faut bien des lois qui régulent les rapports entre les individus. C'est un vieux débat. Nous ne faisons pas ce débat, c'est un vieux débat. On a un arrangement tacite sur ce plateau. C'est la loi de Napoléon. Oui, son ancêtre, c'est la loi de Napoléon. Le code civil napoléonien de 1801. Alors non, on a un arrangement tacite sur ce plateau. Chaque fois que Bengan exprime évidemment ce type de réserve, l'arrangement tacite, c'est que justement nous ne répondions pas à ça parce qu'on ferait un gros débat et vous savez que le débat serait que nos chefferies, nos royaumes précèdent la République. Vous savez ce qu'on dit parfois. Alors on va et comme on ne va pas faire la philosophie. Alors à l'époque de Bombok, Douala n'avait pas plus de 5 millions d'habitants. Il fallait donc il y a cette démographie galopante qui est un nouvel élément qui est entré en jeu. Oui, on va dire que le non-respect de cette loi là a justement causé ça. Alors, ok, Karine. Mais c'est vrai que vous êtes quand même loin dans le débat là. Vous êtes très loin. On dit qu'un voisin déverse ses eaux dans la cour de quelqu'un. Il y a un chef de quartier. Qui a d'abord fui. Il y a un chef de quartier. Et s'il vous plaît, il y a des quartiers à Douala aujourd'hui où un monsieur, parce qu'il a de l'argent, il construit sa fosse, je ne parle pas de ses toilettes, sa fosse en plein passage, en pleine route. Les voisins d'à côté se plaignent. Il corrompt ce qu'il peut corrompre. On appelle le chef vient, il prend sa part et il part. Il laisse les populations dans la pagaille. Je dis ici à Douala, les chefs, je ne sais pas s'ils sont traditionnels ou administratifs, mais je veux dire que les chefs au Cameroun jouent un rôle trouble dans cette question de construction dans les quartiers. Maintenant, on a affaire à un voisin qui est venu dans un quartier et il a trouvé qu'il y avait déjà une maison. Parce que normalement, lorsque vous arrivez, vous trouvez qu'il y a déjà quelque chose. La norme voudrait que vous construisiez en sachant qu'il y a quelqu'un qui habitait avant vous à côté. Et vous pouvez laisser de l'espace pour faire passer vos eaux. Et moi, je connais quelqu'un qui a construit sa maison. Il n'a pas laissé les 5 mètres. Je pense que c'est 5 mètres qu'on demande de laisser entre deux terrains. Je ne comprends pas trop. D'une voiture, hein. Voilà. Il n'a pas laissé. Une autre personne est venue construire derrière lui. Et sa fenêtre donnait sur cet espace. Il a fermé. Donc, il a fermé la fenêtre avec un mur, un étage. Et aujourd'hui, la personne est même partie dire que s'il te plaît, donne-moi même 5 mètres. J'achète la partie là. Ne me fais pas ça. Elle a dit non. Quand tu construisais, il fallait tenir compte de cela. Que quelqu'un devait un jour habiter à côté. Et c'est ça que nous n'avons pas. Nous n'avons pas le sens du voisinage. On ne sait pas que là où on habite, quelqu'un d'autre va habiter un jour ou quelqu'un d'autre habite. Il y a des gens au Cameroun aujourd'hui qui construisent des maisons et laissent leurs eaux passer entre les maisons des autres. Et c'est tellement désagréable. Il y en a même aujourd'hui qui sont incapables d'accepter que des eaux passent dans leur rigole. C'est-à-dire que vous construisez votre maison, il y a une maison à côté de vous, il refuse que l'eau puisse descendre parce que c'est lui qui a fait la rigole. On est dans une déconstruction de notre société. Personne n'admet que l'autre peut avoir un petit bénéfice sur sa chose. Parce que le concept de ma chose prime sur tout. Au final, comment est-ce qu'on peut dire qu'on est des voisins? Parce qu'on sait que le voisin est la première personne qui est censée vous secourir lorsqu'il y a un danger dans votre maison. D'accord. Alors, on vous a compris. Hein. Karine Sontia, vous n'êtes pas allé si loin que nous finalement. On va demander à Dominique Audrey de clôturer cet échange avec évidemment son point de vue sur la question. Allez-y, Dominique Audrey. Oui. Même si c'est répréhensible, le voisin qui a juste versé de l'eau, il aurait dû ajouter autre chose. Oui, et subir les sanctions après. Parce que ce sont ces enfants qui sont exposés. Vous envoyez l'eau de vos toilettes dans ma cour. Bon, excusez mon émotion. Hein. Je n'accepte pas. J'ajoute autre chose dans cette eau-là. Et maintenant, vous faites ce que vous pouvez faire. Ça vous touche personnellement? Non, mais je me mets à la place.
heureusement que ça ne me touche pas. Parce que moi, je suis généralement... heureusement que ça ne me touche pas. Ce sont les crises qui font évoluer l'histoire. Oui. Il faut peut-être créer des crises. Non, mais bon. Il s'est plaint, monsieur Fopoussi. Il s'est plaint, il allait voir le chef, il allait à la police, il allait. Le chef le convoque pourquoi? Il le convoque aujourd'hui pourquoi? Faites ce que vous avez à faire. Mais moi également, je fais. Parce que vous exposez la santé de mes enfants. Vous envoyez les détritus de votre cuisine dans ma maison, dans ma cour. Et maintenant, vous... Non. Pas ça me... Voilà. En tout cas, on comprend très bien. Je l'ai déjà dit, il y a la question des permis de bâti qui permettent de régler tous ces problèmes. Oui. Il y a les problèmes de la construction des fosses parce que justement, on ne va construire sans prévoir de fosses septiques. On va gérer les évacuations. Et généralement, lorsqu'on achète le terrain, le chef... Là où qui vous donne il y a un papier qu'on donne au village là, qui vous donne l'abandon des droits. Il exige que il vous délimite avant que vous le construisiez. Donc ça veut dire qu'on n'a pas contrôlé. On n'a pas contrôlé à ce niveau-là. Bon, les affaires de chef et tout, c'est bon. Mais je m'en refais au code civil. C'est bon, je ne sais pas que c'est pas bon, c'est très bon, mais je m'en refais au code civil. Alors, on va lire quelques messages rapidement. On n'a plus beaucoup de temps, malheureusement. On va lire quelques messages, Karine. Pour l'histoire du jour, je pense que le monsieur a eu tort en se rendant justice. Il aurait pu soit canaliser ses déchets. Pourquoi? Il aurait pu soit canaliser ses déchets pour préserver le vivre ensemble, soit continuer à porter plainte jusqu'à avoir gain de cause et entrer en conflit avec son mauvais voisin. La vie est un choix. Douglas depuis Loum qui nous écrit. Bien sûr, c'est clair, c'est ce qu'on a dit ici. Bon voisinage, vous pouvez vous entendre comment on gère ça, comment on fait ça, et que celui qui envoie ses eaux comprenne aussi, se mettre à la place d'une autre personne. On trouve le moyen de faire une fosse commune, comme vous l'avez dit. Ce type de problème-là, on les arrange facilement, surtout que les deux doivent vivre là-bas toute leur vie. Je veux dire que c'est deux propriétés de terrain, c'est pas deux locataires. Mais le niveau a de l'argent et de l'influence apparemment, et il joue de ça pour écraser l'autre. Voilà. Et ce n'est pas acceptable. Ce sont les conséquences de l'anarchie dans la conception de nos villes. Aucun plan d'urbanisation, pléthore de ministères inutiles concernant pourtant ce sujet. Le verseur d'eau réveillera les autres. Adidja de Gaoundéré. Voilà. Non mais, en Gaoundéré, Adidja, merci. Oui, c'est bien beau. Mais vraiment, c'est pas bon de se faire justice soi-même. C'est vrai que oui, ça va réveiller les gens, mais après, comme ça ne se fera plus. Non, si vous arrivez à Baladi, vous verrez les mêmes situations là-bas. Voilà, absolument. À Gaoundéré. On va également saluer nos corps de Ndang, c'est l'université Gaoundéré, qui sont nombreux à nous regarder également ce matin, et tous les enseignants là-bas également qui nous regardent tous les matins. Allez-y, Karine. Joanna Elvis depuis Fongo Tongo. Pour moi, je pense que c'est le chef de quartier qui est responsable de ce désordre. Car si chacun faisait son devoir, le droit de tous serait assumé et la liberté respectée. Un autre téléspectateur. Il n'y a jamais eu un problème de vivre ensemble. Notre problème, c'est de manger ensemble parce que l'histoire de ce matin montre qu'il y a des personnes qui ne pensent pas à leur entourage. Romaric depuis la cité Sicam. Voilà. Vous écrit. Merci de nourrir, d'enrichir le débat. Un autre téléspectateur qui nous écrit ce matin. La violation de domicile ne peut être interpellée parce que le monsieur a toqué et a été invité à entrer. Mais son acte est répréhensible civilement car, selon l'article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige l'auteur à le réparer. En plus, le monsieur s'est rendu justice, il peut être attaqué sur le plan pénal et civil. Félix de Soie qui nous écrit. À soi également, mais il y a beaucoup d'universitaires. On va également penser à ceux qui nous regardent à l'université. Comme dit quelqu'un, c'est vous. De soi. Il a ajouté à votre... Vous connaissez dans le code civil. Oui, mais sauf que il faut bien la loi. Sauf que l'argument qu'il donne pour dire qu'il n'y a pas de violation de domicile, évidemment, il faut revoir parce que c'est 2-3 fois que ce monsieur a fait cela. Donc sûrement, peut-être que la première fois, il a eu l'autorisation, mais la deuxième fois, je ne suis pas certain qu'il ait eu puisqu'il a fait cela
cela de manière... Et on voit, parce qu'il a un courroux, on peut comprendre que le monsieur qui l'a fait n'avait plus ses 500 et qu'il était vraiment parti pour se défouler, comme on dit. Allez-y, alors, continuons. Bravo Georges. Qu'a fait le commissariat et le chef de quartier en tant qu'auxiliaire de la justice? La patience a des limites. Les peines ont été pour une fois partagées. Seul le garde malade, c'est évidemment le quotidien du malade. Ouais. Maurice de Yaoundé. Ce matin. Beaucoup réfléchissent comme Audrey. À notre téléspectateur. Il faut leur dire que c'est pas efficace. C'est vrai. Ce n'est pas efficace. Mais sur le moment, monsieur Fopoussi, à un moment, c'est difficile à supporter. On est humain. Oui, on est humain, mais sauf que, bon, Bengal rappelle ici avec Aimé César qui le dit, il faut pouvoir dominer ces émotions-là. Il a essayé. Il faut pouvoir les dominer. Parce qu'après, je dis bien que ce monsieur avait des arguments solides pour évidemment avoir gain de cause sans à plusieurs reprises, il a été botté en touche. Je comprends très bien. Mais donc, il fait d'abord ça. Maintenant, le voisin va porter plainte et peut-être qu'il va aller. Maintenant, ça va suivre. Oui, bon, maintenant, ça va suivre. Sauf que lui aussi, il va subir. Il n'y a pas de problème. Des conséquences. On va s'arrêter là pour l'histoire de ce matin, madame, monsieur. Mais ce qu'on retient, c'est que les gens doivent apprendre à se parler. Les gens doivent apprendre à se dire des vérités et régler leurs problèmes à l'amiable. Parce que quelqu'un a dit que mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Donc, il faut tout faire pour ne pas en arriver là. Merci à tout le monde, madame, monsieur. On va prendre tout de suite la colère de Donald Brice Kamgan. À tout de suite. J'interpelle ce matin la conscience nationale sur la manipulation des populations par les élites. Le 24 juin dernier, 2 Camerounais sont grièvement blessés à Saint-Mélima, dans le département du Ndjai-Lobo, dans la région du Sud. Ils étaient tous 2 militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, précisément à la section du Ndjai-Lobo 1. Mais avant tout, ce sont des Camerounais qui ont ici été blessés. Blessés par leurs camarades de parti, le RDPC. Ces camarades de parti qui les ont assommés à l'aide de gourdins alors qu'ils animaient une émission dans une radio locale, la radio Colombe. Une radio où les victimes animaient une émission au moment où ils sont ainsi assaillis. Les 2 camps qui s'affrontent ainsi sont les partisans de 2 élites qui se livrent une rivalité féroce et que les observateurs de la scène sociopolitique connaissent parfaitement dans le département du Ndjai-Lobo. Rappelons qu'à l'occasion de ces faits, les installations de la radio Colombe suscitées ont été vandalisées, saccagées. Cette radio appartenant à l'une des élites impliquées dans ce conflit. On aurait dû assister à des morts à l'occasion de cette bagarre. On aurait dû perdre 2 Camerounais et plus lors de cette bagarre, qui tire sa source des batailles rangées entre 2 élites politiques. Des jeunes victimes comme ceux de la bagarre de Saint-Mélima, on n'en compte pas milliers dans tout le Cameroun. Tel groupe de jeunes et tel autre qui, du jour au lendemain, se regardent en chien de faïence parce que soutien respectif d'une élite X, adversaire juré d'une autre élite Y. Il y en a dans le département du Ndé, à l'ouest. Le Mao Sava, à l'extrême nord. Le Lom Njerem, à l'est. L'Anvina, dans la Damawa. La Lekie, dans le centre. La Sanaga maritime, dans le littoral. La Benue, dans le nord. Le Fako, dans le sud-ouest. La Mezam, dans le nord-ouest. Certaines de ces élites
se pointent à la veille des échéances électorales, elles vous construisent un pont là où vous n'avez pas d'eau à boire. Vous bricolent un tronçon routier de 12 mois d'âge. Lorsque vous attendez l'électricité depuis belle lurette, vous multipliez des établissements scolaires qui n'auront jamais d'enseignants, des hôpitaux où les malades mourront tous les jours faute de médecins et de plateaux techniques. Oui, ce sont eux. Ce sont eux qui feront par la suite publier à la radio nationale publique que l'ensemble des populations du Oignon disent merci et expriment leur indéfectible attachement, leur amour et leur soutien inconditionnel, inébranlable, irrationnel, incommensurable, inégalable, irréversible, incontournable, incontestable, inarrêtable, immense, indispensable, incollable, irréfutable au tout président, le tout-puissant président national. À 13h, 17h ou 20h, lorsque cet hymne à la gloire du prince est lu à la radio, des enfants peuvent mourir dans votre localité faute d'eau potable, la simple eau potable. Quel cynisme! Parcourez les 8 universités d'État du Cameroun. Vous dénombrerez dans chacune d'elles près d'une dizaine d'associations à caractère ethno-régional. Association des ressortissants du Onkam, Association des ressortissants du Mayo-Kani, Association des ressortissants du Faro et Deyo, Association des ressortissants du Noun et que sais-je encore. Ces regroupements en eux-mêmes ne sont pas mauvais. Sauf que derrière chacune d'elles, chacune de ces associations, il y a souvent et très régulièrement une élite. Un directeur général, un ministre, un député, un sénateur. Ce ministre-là vous promet un poste de directeur au ministère. Le directeur général, un stage au sein de l'entreprise. Le député vous propose d'adhérer à un cercle exotérique pour avoir beaucoup d'argent. Ces associations sont le temple de la corruption, du culte de la paresse, du tribalisme, abattent ces élites manipulateurs et instrumentalisateurs. À demain. Vous êtes vraiment en colère ce vendredi. Pas que vous ne soyez pas davantage le plus souvent, mais on vous sent très en colère et très marqué par cette situation. Et c'est à raison parce que nous aussi, nous, avec vous, chantons l'hymne de cette souffrance vécue par ces populations, par ces pauvres populations qui doivent assister impuissantes à cette guerre, cette bataille des élites sur fond parfois de tiraillements et de couteaux qui sont sortis et d'armes affûtées pour, on va le dire, chacun conquérir sa portion de terrain. D'ailleurs, on voit très bien ici que on atteint un seuil critique, la ligne rouge est atteinte parce que dans cette surenchère de course à qui sera le plus fidèle au prince, il y a justement de la violence, il y a de l'intolérance qui va avec et un tel ou un tel est diabolisé sur ces élans-là. Et j'aimerais également dire que malheureusement, dans notre pays, et c'est personnellement que je le dis parce que je remarque que lorsqu'on utilise le terme élite dans ce pays, on a le sentiment qu'être élite, c'est forcément être un haut responsable du RDPC. Je voudrais quand même qu'on fasse une distinction. On peut être l'opposition et être également une élite, parce que l'élite se distingue par son intellect et par beaucoup d'autres choses que ce qu'on veut nous faire croire de plus en plus et nous dire que des élites
ne seraient que des militants d'un seul parti politique. Non, on peut avoir des élites qui militent pour d'autres partis politiques. Et d'ailleurs, il y en a, ils ne parlent pas, mais il y en a évidemment qui sont issus d'autres partis politiques, qui ont un parcours tout à fait, on va dire, un bon parcours, qui ont un parcours remarquable, honorable, et qui les placent à la dimension des élites, elles aussi, ces personnes-là. Alors, bon, Bengan, sur ce que décrit Donald Brice Kamgan ce matin, vous dites quoi? Non, je vois qu'il manque des mots plus forts que ce que Donald a déclamé ce matin. Mais je partage à 1000% ce qu'il a dit. J'ajoute seulement peut-être pour expliquer que ce qui se passe au Cameroun, vous avez parlé de crise lui aussi, en fait, nous avons atteint le bout. Bon, Mokoko Piso disait un plongeon dans le gouffre. Nous avons fait un réel plongeon dans le gouffre. Et le problème qui se passe précisément, c'est que la crise est exacerbée parce que l'entrepreneur en chef, ça c'est le propos de Babi Sakana, n'a pas encore réussi à répartir le gâteau national. C'est ça où se trouve le problème. Donc, il n'a pas, peut-être c'est les événements, peut-être c'est quoi, mais il n'a pas réussi à regrouper ses fidèles, pour certains, ce sont ses créatures, pour redistribuer le gâteau, les rôles. Il y a beaucoup de frustrés autour de lui? Oui, il y a beaucoup de frustrés, surtout avec l'arrivée de G20. D'abord, ça a commencé, et l'arrivée du G20 aussi à la présidentielle. Oui. Et vous voyez, il y a beaucoup de oui, frustrés. Qui estiment que certains ont été récompensés. Voilà, tout à fait. Et pourtant, ils ne méritaient pas cette récompense. Tout à fait. À l'UNDP, c'est la même chose. Je vais dire tous les partis alliés de 91 et tout. Mais ça a commencé quand? Il y avait un secrétaire général du comité central de l'EDPC. Il s'appelle le professeur Ndiomole. Vous voyez, lui, il avait une approche autre. Il a démissionné quand il a raté les législatives de 92 dans l'ONCAM. Et c'est lui qui le remplace, Joseph Salindouba, paix à son âme. Oui. C'est lui qui vient donc rajouter la pagaille dans ce fonctionnement-là. Rajouter la pagaille, ça veut dire quoi? Par rapport aux élites, nous parlons. Il dit, il a créé des élites du parti qui ont piétiné les présidents de section élus. Il avait des termes du genre personnalité ressources d'accompagnement. Chef de délégation permanente. Chef de délégation, voilà. Il y a des termes sont nés, et il y en a même un qui nous regarde, je peux citer son nom. Il a été le président de section RDPC dans le Grand BAM, à non abîmé. Il a été ministre. Mais on l'a piétiné tellement que même lorsqu'on a une idée pour qu'il devienne ministre, on l'avait pratiquement oublié parce que justement, il y avait des élites qui l'avaient surplombé. Je peux citer comme ça d'autres. Jean-Jacques Ekindi, il doit être investi député. On dit non, le président de section ne peut pas être investi député. Alors que dans la Sandra Martin, par exemple, Thomas Melonet, lui, il était investi, il a été député. Donc, vous voyez, il y a eu des choses comme ça. Ces frustrations comme ça qui ont aujourd'hui le deal avec l'arrivée de ce que vous appelez majorité présidentielle a fait que on est allé de frustration en frustration. C'est pour cette raison qu'ils reviennent avec tribalisme, voilà, parce qu'en fait, pour permettre à l'entrepreneur en chef de désigner des postes, d'attribuer des postes et de donner des points et de l'argent à ceci. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il n'a pas, malgré le glissement des dates, il n'a pas puni. Il attend le moment où, lorsqu'il va redistribuer les cartes, ceux qui vont encore lever la tête, surtout lorsqu'on regarde le siège, on vous met au frais. Donc voilà ce qui se joue là maintenant. Malheureusement, et ça me rappelle aussi, je suis par là. Vous voyez, c'est ici à Douala en 1975 que ces termes a plu le pas. On appelait Aïdjo grand camarade. Et le président de la République actuelle, qui était secrétaire général de la présidente de la République, est venu avec une proposition, et en plus, il n'était même pas membre du comité central de l'UNCE, malgré le fait qu'il était là même le Premier ministre, pour dire que le président du parti ne peut plus être président de la République. Il est contredit par Robert Mbella-Mbappé, chancelier de l'université de Yaoundé, qui dit l'intelligentsia camerounaise est contre le grand camarade, le guide éclairé.
À l'époque, on parlait d'Aïdjo. Voilà, à l'époque, on parlait d'Aïdjo. Parce que ce que tu le proposes, c'est pour bien maintenant. Voilà. L'autre, maintenant, en 82, on veut faire une grande fête de l'unité nationale. Parce que c'était quand même de 72-82, 10e anniversaire de l'État unitaire. Ça fait flop à Yaoundé. Personne n'est venu de tous ces invités. D'accord. Donc, mais on vous dit que la fête s'est bien passée, mais le 21 juin de la même année, vous entendez que Tandem Mouna est allé à la présidente de la République apporter le soutien au président Aïdjo. Mais de quel soutien puisque la fête s'est bien passée? De tout le monde. Donc voilà, en fait, nous sommes dans une crise qu'on veut détourner. Voilà. La bataille des élites, la guerre des élites, ils se battent tout en haut pour, évidemment, comme vous le savez, mieux berner le pauvre et le petit peuple. Et on l'a vu à Sambelima, dans le Djaïlobok, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Donald, avec André Noël-Essiane, qui est, comme vous le savez, le maire, le tout-puissant maire de Sambelima, opposé, comme vous le savez, également à une autre forte tête de ce département-là, Louis-Paul Motazé. On estime peut-être qu'on aura l'occasion de revenir sur toutes ces choses-là pour voir qu'est-ce qui se discute dans cette partie du pays. Je rappelle que pendant que Colombe, cette radio-là ne fonctionne plus, il y a une autre pourtant qui a le vent en poupe, c'est Zen Radio, un truc comme ça. Alors, oui. Voilà. Alors, on va Colombe a repris déjà. D'accord. Ok, d'accord. On va, madame, monsieur, marquer une petite pause et se retrouver pour la deuxième partie. Il y a beaucoup de choses à vous dire encore. Du 10-12, le zénith de ce jour. Merci infiniment à vous de nous retrouver pour ce vendredi 19 juillet 2019. On peut déjà le dire, hein, puisque demain, c'est le 20 juillet et nos regards seront tournés vers Bafoussam, département de la Mifi, pour ce grand meeting de soutien aux institutions dont le président de la République, puisque le président de la République est une institution, mais également de promotion de la cohésion nationale, du vivre ensemble, de la paix au Cameroun et contre les discours et les propos de haine tribale et cette libération de la parole tribaliste qui est tout à fait regrettable dans ce pays. Pour cette deuxième partie du programme, on va lancer quelques messages qui vont être lus avec vous, Karine. Ce qui me surprend, ce n'est pas le fait que les élites manipulent le bas peuple. Ça a toujours été ainsi depuis des décennies. En réalité, c'est la crédulité des citoyens qui me laisse sans voix. Je ne pense pas qu'au XXIe siècle ou à l'an 6260 de Mbombok, les gens se laisseraient encore manipuler pour quelques malheureux billets de CFA et des paroles fallacieuses. Ulrich de Soa qui vous écrit ce matin. Tout ça provient de celui qui délivre le permis de bâtir par rapport à l'histoire du jour. L'association du Haut-Cam n'a rien à voir là-dedans. D'accord, ça c'est le message de Bendim de Sanga. Bendimi Sanga. L'association du Haut-Cam vient faire quoi? C'est Donald Brice a cité l'association dans les exemples dans son sujet. À titre anecdotique. Voilà, de manière anecdotique. C'est-à-dire que les élites de ces localités-là qui viennent dans des associations, ainsi de suite. C'est comme ça qu'il a... Moi, je veux comprendre dans quel sens il le dit, il n'a rien à voir là-dedans. Je veux comprendre. Voilà, puisque il y a également une élite dans ce département-là qui soutient le RDPC. Donc, il y a même eu des rencontres que le coordonnateur régional, comment l'appeler, du RDP, c'est-à-dire le sénateur Mbombo Njoya, il a tenu des réunions justement avec des élites du Haut-Cam des 8 départements et des milieux économiques, des milieux politiques. Il a tenu des réunions. Donc, vous ne pouvez pas. Il n'y a aucune association des élites qui n'a pas déféré à la convocation. Tous y ont participé. Sauf si il veut nous dire que le Haut-Cam, parce que le Haut-Cam est le département où le RDPC a perdu à l'élection présidentielle 2018, sauf s'il veut nous dire que c'est un département, on va dire, frondeur de nature. Sauf si c'est ce qu'il veut nous dire. Ou alors ces élites-là ne représentent pas le Haut-Cam. Là, on comprend. Je veux comprendre le sens. Pas que ce qu'il dit est faux, mais pour comprendre ce qu'il voulait dire par là. Parce que je rappelle que le Haut-Cam est l'un des départements où Maurice Kamto a battu Paul Biya. Donc, est-ce qu'il parle de ce principe pour dire que là-bas, les élites ne sont pas dans le registre d'une allégeance totale au RDPC? Moi, je voulais comprendre.
ce qu'il veut dire. Allez-y, Karine, lisez oui, les un messages. autre message. Une élite est une personne qui apporte un plus à sa localité. Alors, un ministre, un directeur, un bourgeois qui apporte la souffrance dans sa localité n'est élite dans cette localité. John depuis Ayos. D'accord. Alors Donald, sur cette question quand même, hein, vous avez décrit des scènes de violence un peu partout sur le territoire sur fond d'instrumentalisation de ces personnes. Oui, la crise de l'élite est un sujet de notre temps au Cameroun. La crise anglophone actuelle, si on avait une élite légitime, qui a un attachement, qui a des liens forts avec la base, peut-être qu'on ne serait pas atteint le niveau qu'on atteint. On atteint ce niveau parce que l'élite, sa parole ne représente plus rien auprès des populations. Elle ne représente pas les populations. Peut-être aussi en raison de la définition que nous avons de l'élite au Cameroun. Vous savez que le facteur ou l'élément déterminant, c'est le pouvoir financier, le pouvoir politique, généralement, qui est l'élément déterminant dans la désignation. Et pas l'intellect. Or, l'élite, c'est une personnalité qui, par ses idées, par son niveau intellectuel, par les valeurs qu'il incarne, peut être pris ou considéré comme un modèle pour ses pairs, pour les siens, dans sa localité, son village, son arrondissement, son département ou sa région. Chez nous, c'est là où on verra les grands philosophes, les grands mathématiciens. Absolument. Voilà, qui constituent en réalité ceux qui gonflent les rangs des élites et dont la parole, évidemment, est respectée par tous. Et le rôle des élites dans le développement social, socio-économique d'un pays est important. Si on prend des pays comme la France, les États-Unis, les grands pays du monde, les élites contribuent à sortir la population de la misère par des projets sociaux, routes, hôpitaux, ainsi de suite. Mais chez nous, les élites arrivent quand leurs intérêts sont en jeu et le plus souvent ne pensent qu'à elles. L'un des ouvrages les plus emblématiques pour illustrer cette crise de l'élite, ce détachement de l'élite vis-à-vis des populations, c'est le paradoxe du pays organisateur qu'a publié avant son décès le feu Charles Atebe Yéné. Le paradoxe du pays organisateur. Le pays organisateur étant le sud et par extrapolation le centre et l'est qui a un nombre important d'élites, mais dont les populations sont parmi les plus misérables dans l'environnement social camerounais. C'est absolument grave et si on ne s'y prend pas assez tôt, on aura du mal à réguler les problèmes et les tensions qui peuvent survenir dans diverses régions du pays. J'ai souligné le fait que les élites également ont un rôle dans l'attisement du discours de haine qu'on a aujourd'hui. Parce que, comme je le disais, ces associations, ces regroupements à caractère ethno-régional qu'on crée, le plus souvent, alimentent un certain type de repli, de retour sur soi et parfois de rejet de l'autre. D'accord. Ok. D'ailleurs, j'aime souvent le dire ici, sur la question de la légitimité et dans un contexte de décentralisation avec les maires qui devraient également jouer un rôle pour, comme vous l'avez dit, faire en sorte que les populations puissent se reconnaître en ces fils et filles qui sont démarqués, comme vous l'avez dit, dans une forme d'ascension sociale. Et cette ascension sociale de ces personnes qui devraient donc servir à revenir éclairer les autres à travers donc des postes électifs qu'ils viennent briguer dans ces terroirs-là. Vous l'avez dit, évidemment, on voit très bien que, par exemple, en France, qui ne se souvient pas de François Hollande qui est revenu chez lui en Corrèze et qui a été le président du conseil départemental là pendant très longtemps. Et vous savez que la Corrèze lui a reconnu de nombreux projets qu'il a implémentés dans son département d'origine parce qu'il a brigué un poste là-bas. On peut également évoquer Jacques Chirac qui est lui aussi originaire de la Corrèze, qui a fait des choses très importantes pour la Corrèze. On peut aussi citer par exemple un autre qui est lui aussi aujourd'hui très
très apprécié Jean-Yves Le Drian, l'actuel ministre français des Affaires étrangères, lui qui est un Breton et qui a toujours été, qui a eu un fort ancrage régional en France, et même encore Gérard Collomb à Lyon. Donc il faut dire que là-bas, évidemment, il y a des élites qui réussissent dans leur ancrage territorial à faire des choses, à développer des choses pour leur localité. Alain Juppé aussi à Bordeaux. Donc il y a des gens à qui on peut reconnaître des actes, des faits, des faits concrets pour leur terroir. Mais au Cameroun, si vous citez un nom d'une élite, vous dites qu'est-ce qu'il a fait pour sa ville. Quand il était à la tête du mairie dans sa ville, on ne cite que les gens qui sont ministres à Yaoundé. Ils n'ont jamais brigué un poste de maire avant, et qu'on voit leur évolution au fil du temps. Vous avez cité, on va dire que je suis en train de vouloir faire une fixation sur André Noël-Essiane, mais ça c'est un profil d'homme politique qui pourrait servir, parce que ce qu'il a fait à Sambelima fait en sorte qu'aujourd'hui il est tout à fait légitime pour briguer un poste à l'échelle nationale, un poste de ministre. On verra bien un parcours politique, mais sauf que les autres, vérifier pour les autres, ils n'ont pas de fait d'âme. Je vais citer des exemples ici en France où on a des gens qui ont fait des choses au niveau local et qui, grâce à ça, ont un socle pour aller ici au niveau national. Malheureusement, on ne l'a pas au Cameroun. Oui, si vous permettez, en une seconde, j'ajoute à ce que vous dites. Oui. Justement, une élite s'est définie, selon la conception, par ce qu'on t'a porté, ta communauté qui t'a porté. Par rapport à un certain nombre de choses que vous avez réalisées, de bonnes choses, on vous porte, on vous propulse. Voilà. Maintenant, l'élite qui est née au milieu du 19e siècle, c'est cette élite-là qui se propage partout. Et cette élite-là avait surtout à lutter contre les classes sociales. Le concept d'élitisme que Pareto et Gaetano Mosca ont apporté, c'est précisément parce qu'ils avaient la population qui était imbue des idées marxistes et ils avaient peur de perdre leurs privilèges. C'est ce genre d'élite que nous avons aujourd'hui. Donc, vous utilisez souvent une expression qui me plaît et qui est d'ailleurs juste. Ils ont une proximité aérienne avec leur peuple. Or, les vraies élites sont avec le peuple et sont les porte-parole de leur peuple. Or, ici, ce n'est pas le cas. Voilà. D'accord. Oui, Karine. Justement, par rapport à ce concept d'élitisme, je pense que naturellement, l'élite doit être proche du peuple, tout comme l'Église, parce que c'est une personne qui a une notoriété d'abord locale avant qu'elle soit nationale. Maintenant, au Cameroun, on a oublié que l'élite n'est pas forcément politique ou n'est pas que politique. Parce que nos élites, à nous, ont fini, qu'elles soient intellectuelles, économiques et autres, ont fini par devenir politiques. C'est ça, en fait, qui a rendu tout compliqué. Toutes nos élites intellectuelles, à qui on sait des connaissances, on reconnaît des valeurs, des connaissances, qui ont le pouvoir de distiller aux populations une certaine valeur, une certaine... de les éclairer. Voilà, un certain éclairage, finissent par transmettre aux populations des valeurs politiques, des valeurs partisanes, des valeurs totalement contraires à leur propre rôle social. Et aujourd'hui, on a même dans ces partis politiques un conflit entre élites. Et pourtant, on le dit bien, et je ne vais pas, c'est pas par moi que ça commence, une élite unifiée signifie que c'est la fin de la démocratie. Parce que quand tout le monde pense ensemble, il n'y a plus personne pour contredire l'autre. Et au final, même comme l'élite est désunie, cela renvoie à l'échec de l'État. Donc aujourd'hui, on est en train d'arriver à ce qu'on va appeler soit le Cameroun est hors de la démocratie, soit l'État du Cameroun n'existe pas. Et dans ces deux cas, il y a chaos. Il y a chaos et c'est ce qu'on observe aujourd'hui. C'est ça que la famille de Michel Rocard, pour prendre le problème de la France, sa famille a été contre lui quand il s'est engagé en politique. On a dit, nous sommes une famille de savants, de physiciens, de recherche. Viens faire les recherches, tu vas faire quoi en politique? Effectivement, parce que là-bas, c'est reconnu que cette famille-là produit les gens dans des physiciens, dans les recherches et tout ça. Voilà. Vous avez fait sourire Martine Aubry, qui est une rocardienne d'ailleurs. Voilà. Et qui a... Alors, Dominique Audrey, sur cette question pour terminer, on va terminer là. Quand on pense à une élite... Vous aurez un petit mot, Donald. Je vous promets. Allez, Dominique. L'élite, en principe, est détenteur d'un pouvoir. Vous savez, mais le pouvoir, c'est un pouvoir moral.
Quand on pense à une élite, on a l'idée de l'excellence. Mais malheureusement, au Cameroun, aujourd'hui, élite égale accès au pouvoir politique. Malheureusement. Malgré les méthodes. Malgré. Il y a de nombreux ouvrages qui parlent justement de l'élite dans l'Afrique. On a, par exemple, Julien Bénan, qui, oui, je crois, je dois écorcher son nom, qui disait que les élites doivent agir de telle sorte que on puisse voir à travers eux l'émergence d'un peuple. Au XXIe siècle, malheureusement, on n'a plus de légitimité. On devrait avoir plus des élites qui font prévaloir leurs neurones. L'élite doit être la colonne vertébrale d'un État. Ils doivent être les personnes par qui on arrive au développement. Malheureusement, aujourd'hui, on assiste plus à des guéguerres. C'est plus le positionnement qui est en train de prévaloir. Oui, la société, malheureusement, est en train de faire les frais de ces guerres-là. Absolument, d'ailleurs. Alors, Donald, vous terminez. Oui. Je vous ai promis un petit mot. Vous demandiez tout à l'heure comment... non, c'est un compatriote qui a écrit et qui demandait comment est-ce que les gens arrivent à prendre un bout de pain ou un billet de 2000 francs CFA pour célébrer ce qu'ils ne maîtrisent pas, pour aller à un meeting, se faire manipuler ainsi. Justement, c'est l'instrumentalisation de la misère. C'est-à-dire qu'on ne vous tient pas à la misère. Parce qu'on n'a pas d'eau, pas d'électricité, pas de route. On sait que c'est ce qui expliquerait pourquoi à l'extrême nord, les scores du parti au pouvoir soient des scores staliniens. Voilà, il ne faut pas analyser ça sous le prisme rationnel. Oui. Il faut analyser ça sur les facteurs de clientélisme et d'instrumentalisation de la misère des gens. Oui. L'arme redoutable contre cela, c'est l'éducation, c'est la politisation de la société. Politisation au sens d'un sociologue, le nom m'échappe, qui disait que un homme a deux métiers, le sien propre et celui de citoyen. Le citoyen, c'est celui qui apprend à connaître ses droits, ses devoirs, à s'informer sur la société, sur la façon dont la société fonctionne, et donc nous sommes prévenus de ce type de manipulation. D'accord. Et donc, c'est clair que dans ce pays, en réalité, puisqu'on parle de récompense, la récompense après une échéance électorale politique, par exemple, n'est pas la récompense d'un peuple qui a voté pour vous, mais la récompense des élites qui ont permis à ce peuple de voter pour vous. Justement. Malheureusement, parce que quelqu'un s'interrogeait pourquoi est-ce que l'extrême nord qui vote le plus pour le président Biya est la région la plus pauvre. Je disais non, malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, voilà. Et il faut bien comprendre que Kavaye Djibril est depuis longtemps au perchoir à l'Assemblée nationale. C'est justement la récompense de cela, malheureusement, aux dépens de ces millions de Camerounais. L'extrême nord qui aujourd'hui croupissent dans le choléra depuis 14 mois, 1000 morts cette temps-ci, c'est grave parce qu'il n'y a pas l'accès à l'eau potable qui est un besoin social de base vraiment le minimal, comme on dit. 100 morts et 1000 victimes. 100 morts et 1000 victimes déclarées, oui. 100 morts et 1000 victimes détectées ou déclarées, finalement. Détectées. Voilà, détectées. D'accord, on va dire que c'est bon pour ce concept. Je pense qu'on l'a épluché comme il fallait. On va rentrer dans votre chronique, Karine Santia, pour la revue des réseaux sociaux dans le 10-12 de Zénith. Notamment dans ce cadre, vous avez vu comme moi hier, cette vidéo, vous avez visionné comme moi cette vidéo de ce monsieur qui se déclare être le fils du sultan roi des Bamoun, Sa Majesté Sultan Bombo Njoya, qui est aussi sénateur. Alors, dans cette vidéo, l'acteur soutient que le roi ne participera pas à la marche du 20 juillet. Il soutient que le roi et toute sa notabilité ont été piégés par Jean Kueté et Marcel Nyadi-Fendi. Se présentant comme son conseiller personnel, il dit, je cite, « Mon père ne sera pas à Bafoussam le 20 samedi. Personne ne me démentira. » Certaines personnes refusent d'assumer leurs responsabilités. Il reçoit la visite de M. Jean Kueté et du président du Sénat avec une lettre déjà rédigée par ces derniers. Ils viennent proposer à mon papa que bon, voilà, nous avons pris une décision de manifester pour démontrer notre soutien à l'égard du président de notre parti. Mon père lui dit, voilà, j'ai déjà un programme établi depuis pratiquement 2 mois. Il a demandé de changer le jour car la date
ne lui convenait pas. Bon, moi, je me suis arrêtée là pour la vidéo. Vous pouvez la regarder dessus pour ne pas être très longue. Alors, il y a beaucoup d'enseignements que nous révèle cette vidéo. D'abord, première chose, hein, et c'est intéressant qu'on le signale, nous avons essayé de recouper pour savoir qui est ce monsieur. Jusqu'à présent, personne n'est à mesure de nous dire qu'il est réellement le fils du sultan roi des Bamoun, Ibrahim Bombon Njoya. D'ailleurs, beaucoup, dont l'un d'entre eux, Njoya Moussa, qui est politologue et qui dit, qui est très habitué et qui est également notable dans le royaume Bamoun, qui dit que il semble être un Gilbert Baron Labis. Si on fait, c'est pas moi qui le dis. Il a écrit qu'il semble sur être les réseaux sociaux, un Ghislain Baron Labis toujours sur les réseaux sociaux. Donc ça veut dire qu'il remet en doute et en cause la filiation de ce monsieur-là d'avec le sultan Bamoun, Ibrahim Bombon Njoya. Premier élément, ça veut dire que si on parle du principe que ce n'est pas vraiment son fils et que c'est son conseiller, qui est-il donc? Qui est ce monsieur et qu'est-ce qu'il recherche? De qui tient-il? Pourquoi fait-il cette vidéo? Ça vise à faire quoi? À qui profite le crime? Parce que pour comprendre parfois certaines choses, il faut savoir à qui profite le crime. Une telle vidéo profite à qui? Je pose juste la question, je n'ai pas de réponse, malheureusement. Deuxième élément, il faut quand même voir, et c'est là où je dis bataille des élites dans cette région. Il faut dire que, par exemple, au littoral, le chef de délégation régionale permanente du comité central, ce ministre Laurent Esso, il est incontestable, vous savez. Il est vraiment, quand on dit Laurent Esso, dans le département, dans la région du littoral, peu sont ceux qui peuvent contester justement le fait qu'il soit à un certain niveau dans le landerneau institutionnel du Cameroun. Même chose dans la région du Sud avec le ministre d'État Jacques Fameux Ndongo. Maintenant, quand on arrive donc à l'ouest, vous avez le sultan des Bamoun, Ibrahim Bombon Njoya, mais vous avez également Marcel Nyadifendi qui est dans l'ordre protocolaire la deuxième personnalité de l'État, il est président du Sénat. Alors, est-ce que à ce moment-là, comment ça se gère dans cette situation? D'ailleurs, je rappelle qu'il y a un communiqué qui a été signé et qui annonce sa présence sur Abafoussam demain. Donc, celui qui dit ça, il utilise justement ces deux personnalités qui sont très haut placées pour dire que c'est elle qui aurait piégé Je dis, mais qu'est-ce qu'elles vont gagner à le piéger? Donc, toutes ces questions-là, il faut se les poser pour comprendre, évidemment, ce qui se joue avec tout ça. Oui, moi, je ne trouve pas de problème. D'abord, pour la première variante que vous avez évoquée. Oui. Mais est-ce que la mère de ce monsieur a dit que Bombon Njoya n'était pas le fils de l'enfant? Personne. Que ce soit ce Bawong-là. Bon. Est-ce que la mère de Bawong-là a jamais dit que Paul Biya n'était pas le père de Bawong-là? Donc moi, je n'engage pas sur la ressemblance. Non. Remettez un peu la photo, vois. Ressemblance ou pas, on n'entre pas dans ces mais un sosie, ça peut être un sosie. Oui, ça peut être, c'est vrai. Mais est-ce que les pères de ces deux, que ce soit Bawong-là ou celui-ci, ils ont dit que les parents n'étaient pas... Il peut être un sosie, là. Est-ce que les pères, les deux papas existent? Le président Biya n'a jamais régné. Jamais. Le Bombon Njoya vient d'avoir, donc ça vient de commencer, n'a jamais. Vous doutez de quoi? Vous ne savez pas. Vous n'avez pas causé avec leur maman. Dans les deux, on ne connaît le nombre des enfants de l'homme que quand il décède. Qu'est-ce que vous dites que je sais pas? Donc, moi, je n'entre pas dans ce genre de débat qui nous distrait. Le vrai débat, c'est ce que vous avez relevé en deuxième variante. D'accord. Justement, moi, si on s'en tient à la vidéo qu'il a envoyée, justement, si M. Nyadifendi, président du Sénat, et Jean Kouété, président du comité central, sont venus avec une proposition devant le sultan, ça veut dire qu'ils reconnaissent, malgré le fait que Jean Kouété soit sur le parti, son supérieur hiérarchique, ils te disent que je ne vais pas faire comme à l'époque de Charles Ndouba. Je sais que c'est vous qui représentez nos camarades, parce qu'on se tutoie entre camarades. Oui. Camarade, c'est toi qui es le patron du parti à l'ouest. Voilà la proposition que nous avons entre les mains. Et nous pensons, parce qu'il faut venir avec des propositions, des dates et tout, quelquefois même avec le budget. Il lui dit, nous pensons que nous pouvons tenir un meeting samedi le 20. Nous pensons que
au regard de fichiers, nous avons même consulté le camarade Nganou Djumesi, le camarade Courtes, la camarade tel. Oui. Nous pensons que voilà, la proposition de mobilisation des camarades des départements sera de telle manière, parce que là, c'est au regard de ça qu'il va apprécier. Maintenant, même si son emploi du temps était, puisqu'il n'avait pas ça au projet, son emploi du temps était calé, non, il va trouver du temps. Peut-être que lui, quand lui on fait la proposition, il a demandé à ses camarades, donnez-moi le temps de réfléchir. Maintenant, à son fils... Parlons trivialement. Voilà. Ce meeting de demain à Bafoussam profite à Mbombo Njoya ou aux autres? Ce meeting permet au président Biya la facilitation de répartition du gâteau national. Donc ça profite aux trois. Mais qui a intérêt justement? Ça profite à Mbombo Njoya, à Jean Koueté et à Niak Dufé. Est-ce que Ibrahim Mbombo Njoya a un problème de revenir repréciser son allégeance au président Paul Biya? Oui, c'est comme ça. Je vous ai dit ici que quand les gens sont dans un deal... Puisqu'on parle non, c'est pas ça. Ils utilisent ça parce que c'est actuel là. Je vous dis, ça ne les intéresse pas. Ils prennent ça... Comme disait Donald Brice depuis lundi, comme ils prennent le tribalisme pour vous mettre dans... Et ils sont dans d'autres jeux. Par exemple, le sultan a des enfants. On vous dit, par exemple, qu'au ministère des Transports, le ministère délégué, comme celui qui est parti, que voilà, il propose, c'est des trois, ils font des propositions. Et n'oublions pas, Ayidjo avait un trio. Parce que peut-être les gens ne savent pas. Ayidjo, sur le plan administratif, il avait Paul Biya. Sur le plan économique, il avait Jean Koueté. Et sur le plan politique, il avait Sengako. Donc, lorsqu'il devait prendre une décision sur le plan économique, c'est Jean Koueté. D'accord. Il ne se référait même pas aux autres. Jean Koueté d'abord. Maintenant, donc pour vous, il n'y a pas de problème de leadership dans qui porte le ADPC à l'Ouest? Il n'y en a pas. D'accord. Il n'y en a pas. Maintenant, le problème réside au niveau que, comme il y a 6 postes, non, gars, toi, tu as déjà pris 3, tu peux nous laisser 2 autres. C'est comme ça qu'ils discutent, comme vous, là. Comme ne vous trompez pas, c'est comme ça que ça se fait. Oui. Puisqu'ils étaient d'accord en janvier 1997 pour tuer l'OJADPC et mettre en exergue le jeunesse de l'Ouest uni pour le renouveau au jour, plus la Jachabi et la Presby. Maintenant, comme je vous ai dit, le président de la République n'a pas eu le temps nécessaire pour faire un nouveau deal. Parce qu'il y a eu les G11, les G6, les G, tout ça. Mais il n'a pas eu le temps de refaire. La question il faut refaire la reconfiguration. Doit-on donc naïvement regarder cette vidéo et dire que c'est un non-événement dans cette affaire? C'est un non-événement. Donc personne ne serait derrière cette affaire. C'est ce bonhomme, son papa. Bon, vous mettez entre guillemets. Moi, je dis, il a dit son père, c'est son père, jusqu'à ce que Mbombo Njoya lui-même dise que c'est pas mon fils. Oui. Donc, son papa lui a sûrement dit que non, voilà, camarade, mais j'ai un emploi de temps très chargé. Je ne sais pas comment je vais faire là, ce meeting. Bon, c'est ça. Même maintenant, la suite du débat, quand Mbombo Njoya est rentré à Yaoundé, il n'a plus été au courant de ça. Voilà. Lui, il a seulement l'information que, quand on est venu faire la proposition à papa a dit qu'il n'aurait pas de meeting. Il leur a demandé de renvoyer. Et cette information qu'il a, et sûrement il n'a plus vu son père après. Et lui aussi il balance ça comme un enfant, comme ça, il croit à détenir le A1, comme on dit au quartier. Et là, il sera donc surpris, lui, parce que son papa, il sera. D'accord. Même moi, mon problème, c'est que le préfet annule le meeting, parce que ça ne sert à rien au Cameroun. Je rappelle que le sous-préfet de l'arrondissement de Douala de Bafoussam 1er a signé le récépissé de... On l'a fait 1000 fois ici à Nietzsche, on lui délivrait le récépissé, on annulait le lendemain. On l'a fait au docteur Valérie El Kouraïdé dernièrement pour l'UPC, on le délivre et après on annule. Donc on a déjà vu ça, on peut annuler. En tout cas, on verra très bien. Donald Brice, sur cette question. Bon, d'abord, vous demandiez tout à l'heure, est-ce que le chef de l'État a besoin de ces meetings? Non, je dis à qui profitent ces meetings-là? Mais au chef de l'État. Absolument. Le prince ne se rassadie jamais des louanges dans un système comme celui-ci. Il en faut autant qu'il en a besoin. Mais sauf que pour l'instant, qui va profiter de la paternité de l'initiative de cette
de ces louanges. Tous ceux qui organisent. Ils ne regardent pas ces choses là-bas. Mais eux, ils se positionnent aussi. Non, ils regardent, il y a 6 postes de PCA, 6 postes de DG qui vont. C'est ça qui les intéresse. Je rappelle simplement que. Il y a l'initiative. Je rappelle simplement que. Non, moi je suis quelqu'un, j'aime souvent rappeler certaines choses. Vous êtes rationnel, mais là-bas, je rappelle qu'au plus fort de la rumeur qu'il y avait autour de Marcel Zatifedi quand il était malade en France, lorsqu'on évoquait de possibles remplaçants au Sénat, le nom d'Ibrahim Moumoudjoula avait évidemment été, je dis, il faut juste voir les éléments comme étant un potentiel président du Sénat. C'est pour conserver l'Ouest. Voilà. Et vous avez donc vu aussi autre chose. On a délocalisé le bureau de vote. Le président du Sénat, je pense, l'avait voté à Paris. Tout à fait. Tout comme le premier ministre de l'époque a voté à Bamenda. Donc, vous voyez, donc, les gars sont... Non, vous êtes rationnel, monsieur Fopossi. Je ne vous reproche pas ça. Mais pour analyser ce qui se passe là, soyez dans le même chapitre que dans le monde officiel. Le prince a besoin des louanges. Surtout dans le contexte actuel, où il a été raillé à Paris, à Genève. Oui. Le prince a besoin de ce type d'initiative dans toutes les régions et davantage à l'ouest, parce qu'on pense que la base est proche du MRC et que Kamto, c'est l'ouest. Donc il faut que l'ouest réaffirme son soutien, c'est ça le mot. Réaffirme son soutien au prince. Oui. C'est ça l'idée qu'il y a derrière. D'accord. Moi je prends cette vidéo jusqu'à ce que le sultan dise c'est bien, c'est pas mon fils. Moi, je prends cette vidéo. Tu crois en cette vidéo? Oui, je prends cette vidéo. Jusqu'à ce que pour l'instant, il n'y a pas une sortie qui contredit celle-ci. Il dit que le secrétaire général du comité central et le président du Sénat sont venus proposer l'initiative au sultan à papa, qui a dit bon, je suis très chargé samedi, je ne sais pas s'il serait là. Je vais voir et tout. Et lui nous dit que le sultan ne sera pas à Bafoussam. C'est ça l'élément le plus important. On verra s'il sera à Bafoussam ou s'il ne sera pas. Mais ça prouve au moins une chose, c'est que ce meeting est gênant, même au sein du RDPC. Ce meeting, en raison des tensions qui sont envisagées, le climat actuel présage des tensions demain à Bafoussam. Je pense pas. On verra bien si ils iraient bien aller. C'est dangereux au sein du RDPC dans le processus d'alternance au sommet de l'État. Ce n'est pas dans ce que vous dites là. Ils sont dans un autre logiciel. D'accord. Je rappelle que demain ça commence à 9h précise à la place des fêtes de Bafoussam, qui a été tout récemment, on va dire là, parce qu'avant c'était quand même grave là-bas. Hein. Donc en temps le chemin qui va vers Sokada là-bas a été ralenti, voilà. Parce qu'à l'époque c'était beaucoup de crevasses. C'est l'époque constituée de l'État. C'est pour dire que cette voie-là est désormais en place. Alors Dominique, oui. Vous évoquez l'élément tout à l'heure, ça n'a pas de lien direct avec ce dont nous parlons. Oui. La nomination des chefs de délégation régionales, oui. Des chefs de délégation locales, si on n'a pas appelé ça comme ça, c'est très gênant. Même comme c'est dans le RDPC, pour les Camerounais, c'est gênant. Puisque les membres du RDPC sont des Camerounais. Oui. Il y a des conséquences sur l'ensemble de la population de façon globale. Parce que les tensions dont je parlais, dans le sud, sont des tensions qui auraient pu générer à des morts, à des blessés, des morts. On a eu juste des blessés, mais il aurait pu y avoir des morts. Même si ce sont des militants du RDP, ce sont des Camerounais, des citoyens camerounais. Le problème, c'est que, voilà l'information politique qu'il y a des élus locaux, des chefs de sections, de sous-sections, qui sont élus. Pas la base, mais au-dessus desquels on met les chefs de délégation départementales, régionales, qui viennent leur dicter la conduite à tenir. Yuki Onana a failli avoir ça avec celui de Fondé. Le RDPC s'est défini comme étant un parti de masse, mais au plan opérationnel, on voit bien que c'est un parti de cadre ou d'élite. Alors, juste pour information, je rappelle que hier, après que les ressortissants du centre sud-est du Grand Ékang le dimanche dernier fait leur déclaration au gouverneur de la zone du littoral de soutien encore au chef de l'État. Hier, le ministre d'État Laurent Esso, porteur également d'une déclaration de soutien, lui en tant que chef de la délégation régionale permanente du RDPC pour le littoral, l'a fait hier au gouverneur, le ministre
On va vous dire que ça va faire boule de neige. Il n'a pas marché. Il n'a pas marché. Ça vient, on attend que les camarades... Cette type d'initiative va se multiplier dans les régions. Oui, moi je pense que cette vidéo n'est pas anodine, elle ne sort pas de nulle part. D'accord. Elle ne sort pas de nulle part. Je me dis que, puisque à un moment, on a eu l'impression, en tout cas sur les réseaux sociaux, on a, comme il dit dans sa vidéo, on a tiré sur son père, on a insulté son père, il veut se dédouaner et donner l'impression que l'idée ne vient pas de lui, que ça vient plutôt des deux autres personnes. Donc maintenant, s'il faut insulter quelqu'un, ne l'insultez plus lui. Lui, il a été piégé. Insultez plutôt les autres, mais lui, on va voir demain s'il sera là. En tout cas, nous tous, on sera scotchés. Moi, je pense que la vidéo est sortie pour montrer qu'il a aussi un enfant. En dehors des enfants que vous connaissez, il y en a d'autres. Ça peut aussi être ça le problème. D'accord. C'est-à-dire, à ce moment, ça va donc éliminer qu'il soit là ou pas. C'est qu'il a un enfant qui est même au palais général. D'accord, ok, merci. On va poursuivre et terminer cette revue des réseaux sociaux. La deuxième information, c'est l'image atypique de ce commerçant ambulant qui vend des arachides, mais en veste et cravate. C'est une image qui parcourt les réseaux sociaux, qui fait le tour des réseaux sociaux. Beaucoup de personnes trouvent que c'est l'innovation au sens du président de la République. Cravate, veste, avec facture, s'il vous plaît. Il ne faut pas oublier cet espace-là. Ils vendent des arachides avec facture. La toile a félicité cette action qui montre qu'on peut faire tout ce qu'on veut tout en étant propre sur soi. D'accord. Arachide moderne du Cameroun. C'est une PME. C'est une PME. Alors bon, impeccable. Cette image-là nous a tous un tout petit peu fait sourire. C'est ce qu'on appelle l'innovation. Oui, ben c'est clair, c'est l'innovation. Voilà, mais maintenant, est-ce que la direction générale des impôts ne va pas lui demander la patente des cartes de contribuable? Il se balade. Oui. Si par exemple, les gens de l'administration publique lui achètent des arachides en délivrant ce genre de reçus, il ne sera pas. Donc il faut bien qu'il y ait carte de contribuable pour qu'en réalité, il y ait soumission de marché public. Et qu'il s'enrichisse à la CNPS. Oui, mais au-delà de ça, bon, quand même, c'est un symbole. Oui. C'est un symbole, c'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser passer comme ça. Oui. Avec un jeune Camerounais qui se bat. Dans un environnement, il y a des poubelles partout, où on voit des crasseux qui vendent la nourriture. C'est même répugnant. Bon, lui, il vient avec une nouvelle approche en lui disant, voilà, on peut être propre, on peut aimer ce qu'on a fait, il n'y a pas de saut métier, comme on dit. Oui. Donc voilà. C'est ça le message derrière ça. C'est ça le message. Mais l'autre message aussi, c'est que, mon frère, j'aurais pu être dans un bureau, je n'ai pas pu. Bon, voilà, donc ça veut dire qu'avec facture, ça veut dire que j'ai des connaissances, mais le pays m'a mis là où je suis. Donc, j'ai fait sous forme de bambins modernisés. Donc, voilà. Arachide moderne du Cameroun. Voilà. C'est ça le nom de l'entreprise qui délivre les factures, les reçus de paiement de ces arachides. Bon, je pense que prochainement, on va donner le nom de ses fournisseurs. Est-ce qu'il achète ça chez les Bayamselam qui viennent? Est-ce qu'il a lui-même ses champs? Ok, d'accord. C'est bon. Alors, Donald, le message que vous évoquez quand même, c'est vrai. Ça veut dire qu'on peut être là en face d'un diplômé de nos universités. Tout récemment, vous parliez ici dans votre chronique du chômage au Cameroun, parce que ça donne tout l'air d'un individu qui a un certain niveau académique. Quand on regarde tout ce qu'il fait en termes de facture, et il maîtrise clairement les méthodes modernes de marketing et de vente. Oui, moi, cette image m'inspire beaucoup d'admiration. Et c'est le témoignage vivant de la puissance de créativité des Camerounais, qu'on ne valorise pas assez en tout cas dans ce pays. Des jeunes comme cela, il y en a qui se battent dans plusieurs domaines, dans les matériaux de récupération, qui font des choses extraordinaires qu'on ne médiatise pas toujours. Les Camerounais innovent dans tous les secteurs. Dans les TIC, la Silicon Mountain ici en est un exemple vivant, sans qu'on ne puisse voir un accompagnement des pouvoirs publics. Il y en a dans tous les secteurs d'activité, des artisans, du cardiopathe, des que sais-je encore, des drones, tout ça. Ils sont dans tous les secteurs. Ça veut dire qu'ils peuvent vous livrer, puisqu'il y a le numéro de téléphone. Vous pouvez appeler, vous dire, gars,
Vous êtes à quel niveau? Vous devez l'arracher de 500 au bureau. Il vient, s'il est à côté. Et quelque part encore, vous allez voir qu'il aura 2-3 personnes. Oui, ces numéros sont là au bas de la facture, du reçu normalement. Oui, Dominique Audrey sur... oui, merci de nous montrer ça. On le fait une petite publicité quand même. Alors oui, Dominique Audrey, allez-y. On dit que le désespoir est une défaite anticipée. Le jeune homme a sûrement vécu le désespoir, mais il a décidé d'arrêter d'être désespéré. Il a arrêté d'attendre l'intégration dans je ne sais quel ministère, dans je ne sais quelle entreprise. Il a dit que désormais, je sors avec mon entreprise, je suis mon DG, mon PCA, tout ce que vous voulez. Je sors avec ma mallette, mon chéquier et tout. Je pense que c'est une initiative à encourager, mais avec les chaussures comme celle-là, est-ce qu'on va pouvoir marcher comme ça toute la journée? Ça doit faire mal aux pieds. Non, mais les commerciaux font comment alors? Si chose 43, il va acheter 43, on ne va pas acheter les chaussures 41 pour une chose 43. Alors, oui, Karine, je vous sens évidemment avide de pouvoir dire quelque chose. Oui, par rapport à cette image, quand j'ai vu cette image, j'ai d'abord été un peu stupéfaite parce que je voulais comprendre. Vous n'y croyez pas là? Vous pensez que c'était une blague, un amusement? Oui, je voulais d'abord me dire que parce que peut-être c'était un blogueur qui voulait faire du buzz, un truc de ce genre. D'accord. Mais après, quand j'ai lu les commentaires et autres, je me suis renseignée, j'ai vu que c'est vraiment un vendeur d'arachides. Et ça m'a rappelé l'histoire de cette femme qui fait la ligne de Niala Village aussi, un marché central, et qui fait dans le mototaxi. Elle est mototaxi woman, parce que cette fois-ci, c'est pas man, et elle transporte des gens. Mais si vous voyez son bâchement, vous allez avoir peur, M. Fopossi, pour une femme. Donc, ça montre que les Camerounais ont suffisamment de courage. Ils ont suffisamment de hargne pour embrasser les difficultés de la vie. Il faudrait juste qu'on leur donne une petite facilité pour qu'ils puissent émerger. Mais là encore, on a affaire à un jeune homme qui, à un moment donné de sa vie, a abandonné, mais qui s'est rendu compte que ce n'est pas le moment. Il est l'heure de se réveiller et de faire différemment des autres. Et moi, c'est à saluer, pour moi. D'accord. En tout cas, ceux qui peuvent le soutenir, qu'ils le fassent. On contacte les numéros pour avoir les livraisons. Oui, qu'ils le fassent, parce que vous savez, c'est ça qui est intéressant dans ce pays. Quand ce bonhomme va demain réussir, peut-être parce qu'il ne restera pas toute sa vie dans cette affaire, il pourra créer, je sais pas, une franchise de distribution d'autres choses par la suite, parce qu'il aura mis de l'argent de côté. On va dire forcément qu'il est passé par telle chose. On va dire qu'il a trempé. Et pourtant, on est en train de saluer ici son innovation, son esprit de créativité, et il réussit tant bien que mal justement à apporter une réponse positive à la dureté de la vie dans ce pays et aux conditions difficiles à cette jeunesse qui est désemparée. Il réussit donc justement à ouvrir, qu'on ouvre les yeux sur cette activité. Il faut rappeler qu'il y a de nombreux jeunes, parce qu'on est pendant les vacances actuellement, et qu'il y a beaucoup de jeunes, des mineurs, qui font cette activité-là, on les voit dans la rue. Beaucoup de gens ici ont critiqué ce fait-là en disant que les enfants comme ça ne doivent pas être envoyés, jetés en pâture comme on le voit, avec tous les risques qu'on peut avoir évidemment dans les différentes rues. Donc c'était aussi l'occasion pour nous de lever un port de voile sur cette situation-là, et ces images de ce monsieur nous permettent d'en parler. Pourquoi pas aussi voir dans quelle mesure faire en sorte que l'État trouve le moyen de rendre cette activité-là beaucoup plus claire, beaucoup plus normalisée. Parce que si l'État s'intéresse à ça, ce garçon ne va pas s'en sortir avec les impôts. En général, on peut trouver le moyen de créer, pas des petites comme ça, mais de distribution des arachides, des arachides comme ça, et voilà, trouver le moyen de faire ça. C'est faire migrer le secteur informel vers le secteur formel avec une plus grande... Oui, parce que le secteur informel au Cameroun pèse lourd dans l'économie nationale. Les petites activités, on parlait de 80%, la fripe, c'est 80% de l'économie nationale. Et le gouvernement a du mal à les faire rentrer dans l'assiette fiscale. La structuration du secteur pourrait permettre à la fois d'avoir des revenus dans l'économie, mais aussi d'avoir une capacité de mobilisation de la fiscalité un peu plus importante. Voilà, donc bénéficier de cette activité-là, créatrice de richesse, que l'État bénéficie
de ces activités créatrices de richesse. Alors, on va s'arrêter là pour cette revue des réseaux sociaux. Le temps qui nous est imparti s'est écoulé dangereusement. Madame, monsieur, la suite de ce programme nous amène à interpellation. On va regarder l'élément d'un compatriote, d'un Camerounais qui va s'exprimer sur la marche de ce pays et ensuite nous ferons un commentaire au besoin. Tout de suite. Je ne sais pas si on a encore des délégués du gouvernement même dans la ville parce qu'on a trop de problèmes de circulation, les embouteillages partout à cause des états de la route. Ouais. Si vraiment le délégué là pouvait, je ne sais pas s'il est encore dans la ville. Nous, surtout les mesquineurs, on souffre tellement, on n'arrive pas à travailler à cause des embouteillages, des états de la route. Tu sors en rentrant, tout le dos est cassé parce que tu as passé tout le temps dans les trous. Voilà, donc ça qui m'énerve surtout. Donc tu ne peux pas quitter d'un point à l'autre sans les trous. C'est troué partout. Je ne peux même pas. Donc c'est partout. Toute la ville de Douala est dans cette dégradé. Si vraiment les délégués là m'écoutent, que lui fait des efforts pour nous remédier à ces problèmes-là. Non, ce que dit ce compatriote est d'une véracité absolue. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réserve à faire. Il faut dire que Douala, précisément, est devenu le cauchemar des voitures et des automobilistes et des motocyclistes parce que ce qui se passe est grave. Le parcours Vita, le tronçon d'Ogbon-Dokoti, Bonatonnet, marché Sandanga, place du gouvernement Niala. Je vous dis que pour passer à ces endroits-là relève d'un calvaire, d'un parcours du combattant. C'est un cauchemar. On est clairement dans un film d'horreur à Douala avec cette affaire de route et il fait bien de le dire. C'est à se demander si nos dirigeants vivent dans ce pays. Et ici, on interpelle le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala pour lui demander mais qu'est-ce qui se passe? Il est le super maire, il est le patron de la ville. Comment Douala, la plus grande ville du Cameroun, peut se trouver dans cet état-là? On se pose des questions. On peut également ici interroger le ministre des Travaux publics, parce que là aussi, il y a des choses à faire. C'est l'ingénieur de la République. Il doit également nous dire pourquoi les routes sont faites au Cameroun et au bout de, je ne sais pas, un mois, une durée de vie vraiment, on va dire, très, très courte. Pourquoi c'est comme ça? Et pourtant, on voit qu'ailleurs, les choses vont bien. Donc, il y a ça à dire. Bon, Bengal, c'est important et d'ailleurs, ça me fait me sortir de moi-même. Oui, mais vous avez raison. Oui. Parce qu'ils ont pris, lui, il n'a même pas prêté serment, le décret l'a mis là, mais il a dit qu'il est le patron de la ville et il veut aménager. Au départ, il disait, en médecin de mon état, je vais procéder à des petites chirurgies pour remettre le patient en bon état. Mais depuis qu'il est là, c'est plus de 10 ans aujourd'hui. Cette chirurgie-là n'est plus petite. Donc, et autre chose, aux dernières nouvelles, apparemment, comme disait le compatriote, il aurait déménagé. Parce qu'on me l'a montré à Beya, auprès de maire Ekema, il lui avait apporté des soutiens. Voilà, 800 mètres de Beya. Voilà, bon, peut-être il a déménagé en attendant qu'il revienne. On ne le sent pas. Oui. On ne le sent pas. Il avait dit, tronçon Niala, on va confier au génie militaire et tout apparemment, ce n'est plus le génie militaire, il ne dit plus rien. Oui. Voilà, il y a un certain nombre de choses. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Voilà. Mais l'autre chose aussi, il y a aussi un tronçon, là, j'allais oublier, il y a le tronçon entrée Marie-Lumière à Makape-Bissoké, au Carrefour Bokom. C'est grave. Voilà. On ne peut pas continuer comme ça dans ce pays. Mais là, il envoie procéder à des casses. Carrefour Basson jusqu'à Malangué. Voilà. On casse, on est en train de terroriser la population en pleine saison de pluie. Voilà. Et on ne fait rien. Oui. Voilà, donc, je ne sais pas. Bon, peut-être qu'il n'est pas dans la ville. Il a dû déménager. Voilà. Oui. Donald Brice, vous avez très très envie de parler sur ce sujet. Pourquoi? Celui que moi j'interpelle, c'est le chef de l'État. Voilà. C'est le chef de l'État. Ce n'est pas pas le décret. Qui signe les décrets et à qui c'est les 14 délégués. Il n'y a pas que Douala, là, à l'est, aller à Bafoussam, c'est le même calvaire. Oui. Bon, Douala, parce que c'est une ville un peu récalcitrante où les gens ne respectent rien. Et commencer par lui. Voilà. C'est le chef de l'État qu'il faut interpeller. C'est le chef de l'État qu'il faut interpeller. Oui. Des gens qu'il nomme, qui tirent la légitimité du décret et qui ne rendent compte qu'au chef de l'État. C'est lui qu'il faut interpeller. Que font ces 14
super maires, comme vous aimez les appeler, et qui empêchent visiblement aux maires légitimes, élus, de travailler. Est-ce que ces délégués leur rendent compte? Il faut qu'ils nous disent, le chef de l'État. C'est lui qu'il faut intervenir. Ils détiennent par devers eux les centimes additionnels voilà. Ils veulent quoi? C'est pas qui ne reverse pas. Voilà. Par exemple, à Douala, une somme de 14 milliards de francs CFA sur lesquels s'assied le délégué du gouvernement, et alors que si on partageait ça entre les différentes communes d'arrondissement du Vouri, ça ferait de belles choses pour tout le monde. Nous serions à l'aise et ces communes-là travailleraient tout à fait normalement. Mais il faut quand même saluer ici quelques communes qui font, qui malgré tout essaient de s'en sortir, même si on peut également se rendre compte que là encore, il y a des endroits là-bas. Je vous laisse citer on les empêche de travailler. La deuxième, avant de me rappeler qu'il y a un endroit là-bas et un autre endroit. Si on ne vous donne pas les moyens, justement. Oui, je voulais citer. Le malheur avec vous avez raison de les citer. Mais leur malheur, en fait, c'est qu'ils ne veulent pas dénoncer. Je ne citer personne. Je voulais citer toi. Il faut qu'ils dénoncent le comportement du délégué de gouvernement qui bloque le rayonnement de la ville. Très bien. Alors, tous les élus, y compris ceux du RDPC, se plaignent des délégués du gouvernement. Dans toute la République, dans toutes les 14 communautés où il y a un patron comme celui de Douala. D'accord, ça veut tout dire. D'ailleurs, Bafoussam, c'est encore plus grave puisque le délégué du gouvernement, Emmanuel Zété, il a maille à partir avec les trois maires des communes d'arrondissement de la MIFI. On comprend très bien pourquoi, parce que c'est vrai que Bafoussam aujourd'hui est une ville en chantier pour d'autres raisons, pour la Cannes, mais Bafoussam reste encore une ville plongée dans un désarroi total. On ne reconnaît plus. Quand on va à Bafoussam, on a le sentiment que nous sommes en train de faire un plongeon dans l'enfer. C'est plus que l'enfer. Il s'est passé un endroit au Cameroun qui est plus piteux que Bafoussam, mais c'est devenu Bafoussam est devenu rien du tout. Parce que nous avons un délégué du gouvernement qui, je ne sais pas pourquoi, il ne travaille pas, mais il y a des choses qui ne sont pas normales là-bas. Donc il faut régler ça, le délégué du gouvernement de la communauté urbaine de Bafoussam. Alors, on va sortir avec quelques messages, Karine. Après avoir écouté vos interventions, moi j'ajoute que pour moi, je pense et crois que les élites sont à l'origine du fait que le Cameroun soit en voie de sous-développement. Mais gens au Cameroun, la vie est tellement dure. Tous ces délinquants en veste ont tout volé. Au Cameroun, les intellectuels sont en prison et les toxicos dans les bureaux. Un autre intervenant ce matin, chez nous, le fort, c'est celui qui avait sa force celui qui avec sa force renverse le faible qui est encore debout au lieu du fort qui avec sa force soulève le faible renversé. C'est aussi ça l'élite de chez nous. Voilà, j'aime beaucoup cette expression-là. Ouais, c'est original. La manifestation de demain n'a rien à voir avec la promotion ou la défense de nos institutions. C'est juste le membre d'un parti qui, sous la houlette de son roi, veut lui manifester sa dévotion. Quelle tristesse. Le message n'est pas signé. Un autre téléspectateur pour signaler que je ne comprends rien parce que c'est l'UDC qui dirige au Fumban, où réside le sultan, dont son meeting devrait avoir lieu pour l'opposition. Un roi sénateur. Ce message n'est pas compréhensible du tout. Et je veux juste qu'on fasse une précision. Le sultan roi des Bamoun est le chef de la délégation permanente pour l'Ouest du comité central du RDPC. Absolument. Donc c'est lui qui est le patron du parti dans cette région du pays. Et donc, il va à la capitale régionale. Voilà, et il faut confondre cette casquette-là avec celle de sultan des Bamoun ou tout ce que vous voulez après. Donc il y a d'abord cette casquette qu'il a. C'est comme d'ailleurs ici à Douala avec le ministre d'État Laurent Issou, comme je l'ai dit. C'est lui qui dirige toutes les opérations. D'ailleurs, c'est pourquoi il était hier chez le gouverneur pour justement faire cette déclaration-là pour soutenir le chef de l'État et lui réaffirmer leur soutien indéfectible. Voilà. Et il a dit porte-parole, parce que j'aime le terme qui était fait, porte-parole du mouvement Sawa. Et c'est un bon exemple que vous avez cité. Parce qu'en fait, il n'est pas venu là comme ministre. Oui. Il sait que le président de la République est représenté dans le littoral par le gouverneur. Voilà. Et lui, comme lui, il est l'élite qui coordonne les activités du RDPC là, donc c'est le gouverneur
tout à fait. Si au moins il faisait comme ça. Mais sauf que il peut se retrouver que le gouverneur vienne envoyer les rapports des activités internes du RDPC. Et là, ce ne sera pas bien. Voilà, non plus. Tout à fait. Voilà, si c'est à titre d'information, mais on voit ça régulièrement. Malheureusement, oui. On va lire un dernier message, Karine, rapidement, parce que, voilà, allez-y, rapidement. C'est par rapport notamment à l'histoire du jour. Je vais, sauf que le nuire, déclare un téléspectateur, Dany depuis Ngaoundéré. D'accord, merci. Bon, c'est bon. Oui, c'est fini là, c'est terminé. Alors, on dit le nuire ou lui nuire? Lui nuire. On nuit à quelqu'un. Voilà. Voilà, c'est important qu'on termine cette émission avec un français adapté aux normes. Un français correct. Voilà, un français correct. Madame, monsieur, passez un bon week-end, c'est ça? Une bonne journée et ensuite un bon week-end. On se retrouve lundi prochain avec le même plaisir. Que Dieu bénisse le Cameroun.